vivement à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain 10-12 Le Zénith. Jeudi 21 mars 2019, 15 étudiants de l'université de Buea ont été kidnappés par des individus armés hier à 8 heures. C'était en effet des joueurs de l'équipe de football de l'université de Buea. Ils ont été kidnappés alors qu'ils s'entraînaient en préparation aux Jeux universitaires. C'est grave selon certains étudiants sur place là-bas à Buea, à l'université. Ils s'estiment ne plus être en sécurité même au campus. Cela pose un réel problème alors qu'on sait que M. Tibor Dagui, en visite au Cameroun tout récemment, avait qualifié le chef de l'État Paul Biya, le président de la République, d'homme sage, et que la solution de cette crise anglophone est en marche selon évidemment cette grande sagesse du président de la République. Mais on voit très bien que sur le terrain, les choses ne vont pas comme on pourrait l'espérer, puisque l'insécurité est grandissante, la peur, la terreur, l'horreur continue donc à sévir dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Question. Qu'est devenu le slogan « Lutte contre la vie chère » Monsieur Luc Atanganambarga, ministre du Commerce. Le sac de riz, 50 kilos, est désormais à 19 500. Passé de 16 500 à 19 500. L'huile a augmenté considérablement sur le marché. Le paquet de sucre est passé de 650 à 750 pour les uns, pour certaines catégories, et 900. Ayez le courage de reconnaître que là, c'est un échec patent. 36 ans dans le noir. Alors, ce qu'il faut également dire à votre suite, Chalamel Bachou, c'est qu'hier, il y a eu cette concertation, cette réunion de concertation au ministère du Commerce entre les groupements d'importateurs de riz et de poissons, les associations de droits des consommateurs, le mouvement consumériste camerounais, également avec le ministre lui-même. Ils ont convenu ensemble de baisser les prix de kilogrammes de riz et de poissons. Vous avez raison, parce qu'on se rend bien compte que entre ce qui a été révélé hier comme étant les nouveaux prix à la baisse du kilogramme de riz et ce qui se pratique sur le terrain à la réalité, il y a un gros fossé, et que le ministre qui prévoit et qui annonce des brigades de contrôle des prix sur le terrain avec une tolérance zéro, on n'est pas certain que cela puisse se mettre en place, puisque si un commerçant achète le sac de riz à un prix aussi élevé, comment lui imposer devant le kilogramme de riz ou la boîte de riz à un prix qui n'est pas conforme à ses intérêts ou à ses bénéfices? C'est là encore une navigation en vue, c'est là encore des mesures qu'on prend comme ça sans imaginer derrière les conséquences. On peut encore vu les mêmes jeux, monsieur Fopoussi, avec la bière. On a vu les mêmes jeux avec la bière. Oui. Donc ce qu'ils sont en train d'organiser, c'est un échec patent. Et voilà. Ça sonne ça se voit, ça saute à vue d'œil. C'est un échec patent. Est-ce qu'on se souvient de février 2008, monsieur Eric Fopoussi, toutes les mesures qui avaient été prises par le chef de l'État, on est en train de retomber dans les mêmes travers, monsieur Fopoussi, parce que le panier de la ménagère, au lieu de se charger, va se vider littéralement désormais. De toutes les façons, on vous donne les nouveaux prix du kilogramme de riz, que ce soit le riz, les différents riz, et les kilogrammes de poissons, les différents poissons qui, leur prix, on vous donnera tout cela, et on parlera également de la nécessité de développer la culture, la production locale du riz, avec tout ce qui a été mis en place tout récemment par le gouvernement lors du dernier cabinet ministériel tenu à l'immeuble Étoile sous la présidence du Premier ministre Joseph Dion-Gouté. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Le président Paul Biya va-t-il assister à la 14e édition du sommet des chefs d'État de la CEMAC? Est-ce qu'il va se faire représenter comme d'habitude? C'est la question que se posent à la fois les chefs d'État de la CEMAC et aussi les Camerounais. Alors, puisqu'il a l'habitude de se faire représenter, sauf au Cameroun, que va-t-il se passer cette fois? Il va se faire représenter. Voilà, très bien.
On retrouve Karine Santia lorsqu'il sera 11h05 dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposinegou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Vous l'avez dit à l'entame de l'émission, 15 étudiants titulaires des licences de footballeurs au sein du club de football ou alors de l'université de Buea ont été enlevés hier en plein campus, en plein séance d'entraînement. Le même scénario s'est produit dans l'autre capitale régionale dans le nord-ouest. Un ancien ministre, ou alors il y avait rang de ministre, Emmanuel Ngafesson, il était secrétaire d'État auprès du ministère de la Justice. Lui aussi a été enlevé hier. Donc c'est un mercredi chaud dans les deux capitales régionales des régions du nord-ouest et du sud-ouest. On nous disait que la situation était sous contrôle. Qui contrôle alors la situation? D'accord. Pour Buea, je pense que le maire Ekema va faire libérer ses étudiants. Il en avait fait dernièrement pour les chefs traditionnels qui étaient enlevés. Je pense que cette fois-ci, il va le faire aussi. Alors, on va, à votre suite, Bombok, adresser nos souhaits d'encouragement et de courage à ces étudiants qui nous regardent à l'université de Buea et qui nous signalent tous les jours leur peur, leur malheur. Et passant, on va penser à toute la population de Buea qui chaque jour nous écrit pour nous dire le malheur, l'horreur dans laquelle elle est plongée. Également pour dire que c'est dans ce contexte-là qu'on nous signale ces deux projets de loi, modification du code électoral, mais également le projet de loi fixant donc le nombre, la proportion par catégorie des indemnités des conseils régionaux. On va voir très bien que là encore on accélère pour ce qui est de la mise en place des régions et des présidents de conseils régionaux. On voit très bien que le RDPC également s'annonce vers une razzia puisque sur les 10 régions, le RDPC est sûr de gagner 9 régions sur 10. Il n'y a que Nord-Ouest qui peut être prise par le SDF. Donc on va également en parler dans ce programme ce matin, madame, monsieur. Merci à vous de nous retrouver. On va tout de suite lancer ce programme avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et ces tendances que la voyageuse qui se met en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour à monsieur Tassi qui nous regarde ce matin. Scandale au Carrefour Trois-Veuves, Sabali, à Douala, ici même au Cameroun. Je vais encore te saluer, monsieur Tassi. Je te dis que la décision que tu prends n'est pas la bonne. Mon père, calme-toi, fais parler ton cœur. Un papa ne se comporte pas comme toi. Vivant le quartier Trois-Veuves à Douala, monsieur Tassi met les choses de son épouse dehors. Motif. Parce que madame a fait le planning familial sans lui dire. C'est où il a dit, rentre chez vous. Ou encore, tu rentres à l'hôpital. Vois le même docteur qui t'a fait le planning de te remettre en bon état comme je t'avais doté. Miracle, Père Bombok. Il a raison. Je n'ai pas dormi, Emma. J'ai resté hier, on m'appelle 23h30. J'avais fait ma prière parce qu'elle voulait dormir. Non, je priais pour mon pays. Je priais pour les orphelins. Je priais pour les opprimés. En bon français, ça se dit, non, Eric? Bien sûr. Voilà. Je priais même déjà pour les malades. Je priais pour les prisonniers. Je priais pour des personnes handicapées. À ma grande surprise, mon téléphone sonne. J'ai dit, qui me perturbe la prière? C'est bon, c'est une bonne intention qu'on ajoute à la prière que tu fais. Il faut maintenant prier pour que les femmes accouchent. Voilà. Non, c'est pour ça que j'ai pris tous les jours. Voilà, dit donc de cette femme-là, elle doit. Pourquoi elle comme hier, je suis pas là à la cathédrale. Elle ne veut plus accoucher. Pourquoi? Elle ne veut plus accoucher. Comme hier, je suis allée à la cathédrale. Donc il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus de terrain au Cameroun alors. Non, même pas ça. Après, elle a ses raisons. Je vais vous expliquer. Hier, je n'étais pas à la cathédrale. C'est pourquoi j'ai décidé de prier encore en soirée. Madame Tassi, parce que quand je suis arrivée, quand on m'a appelé, c'était quelqu'un du quartier. J'ai mon numéro partout. Quand j'arrive dans le quartier, il dit que ouais, papa. Je suis allée chez eux, il dit que ouais, moins de bruit. Les gens ne doivent pas être au courant de vos problèmes. Il y a quand même ce qu'on appelle jardin secret. Ou encore les problèmes de couple. Tout le monde doit pas être au courant. C'est vrai. J'ai dit, expliquez-moi. Il dit qu'il est lui rentré du travail. Que quand le travail est fini,
Son ami l'a invité, toujours à côté de la maison à Bali, prendre une. Il n'a pas pris une, parce que son téléphone était déchargé. Donc il a pris une. Son ami voulait donner la deuxième pour qu'il lime. Il a limé lui qu'une bière. Quand il arrive dans la maison, le téléphone était déchargé. Au moment où il veut brancher son téléphone, et le téléphone de la dame était à la charge. Quand il veut brancher le téléphone, sur le message, un message fait un cling, cling, cling. Il lance l'œil gauche dans le téléphone de madame, puisqu'il me dit qu'il n'a pas l'habitude de fouiller dans le téléphone de son épouse. L'œil gauche a vu ce qu'il ne devait pas voir. Qu'est-ce que l'œil gauche a vu? Point d'interrogation. L'œil gauche a vu un message qu'on avait envoyé que ma copine, félicitations, enfin, tu as pu faire ton planning. Et elle, donc c'est la copine de Madame Tassi qui avait envoyé le message. Il s'est donc concentré à lire les messages que son épouse causait avec sa copine. Voilà ce que son épouse disait à sa copine. Que Mako, si je ne faisais pas moi mon planning, monsieur Tassi allait encore m'enceinte. Depuis l'autre jour, je lui ai demandé qu'il faut un peu de repos. Que je dois me reposer en attendant. Parce que mes deux enfants que j'ai ont les cas d'un an. D'un an. Ça se dit en français. Voilà. Oui, le français est élastique. Chacun tire de son côté. Quand on ne connaît pas, on demande. D'un an. D'un an. Oui. C'est ça, non, mon père? Oui. Merci, Père Maman. Merci. Donc, elle a deux enfants qui ont les cas d'un an. Et elle a besoin de repos. Elle est partie faire le planning. Mais quand monsieur a lu le message, il a dit à sa femme que tu ne peux pas passer une nuit ici sans aller à l'hôpital demander au docteur de te refaire, donc de te remettre en bon état. Je ne peux pas être avec toi à la maison, tu fais le planning, tu me caches. Et c'est le message qui trahit. Je ne peux pas être avec une femme sournoise. Il a donné un nom à sa femme, que sa femme est hypocrite. Attends. Oh, il y a un gros français là que j'ai oublié. Ouais, sa femme est hypocrite, sa femme a le gros cœur, sa femme est sournoise, sa femme... Il a un... Attends, il n'a pas dit ingrat, mais il a quand même dit un long mot en français que j'ai oublié. Ça, vraiment. Est-ce qu'on est obligé de dire à monsieur qu'on doit faire le planning familial? Oui. Mon père a dit oui. Mets ça dans les intentions. Mon pater a dit oui, que pour lui, oui. Donc son point de vue, c'est d'abord oui. Est-ce que... attends. Est-ce que madame ne peut pas accoucher d'abord vite, après se reposer une fois? Attends, c'est là. Oui, tout à fait. Ok. Qui décide du nombre d'enfants dans le couple? Qui décide du nombre d'enfants dans le couple? Point d'interrogation. C'est madame ou c'est monsieur? Ou c'est la belle-mère? Ou c'est la belle-mère? Est-ce qu'on doit accoucher parce qu'il faut accoucher? Donc, il y a tellement les questions que Eric, si il commence à parler de ça, ça remplit la liste du bac. Oui. Donc, c'est à toi de causer avec tes téléspectateurs et je reviens. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on risque de nous accuser ici de complot pour que les Africains accouchent davantage. Et il me semble que depuis le début de semaine, on a beaucoup parlé d'enfants. On a parlé d'une femme qui avait 34 ans et qui refusait de faire les enfants. Et sur ce plateau, tous étaient unanimes que c'était pas bien et qu'il fallait qu'elle accouche même si elle n'était pas mariée. On a eu ce jeune homme qui a voulu rentrer chez ses parents parce qu'il n'ayant plus les moyens. Là encore, on parle des enfants. Et ce matin, nous sommes avec une femme qui a décidé de ne plus en faire et son mari qui se rend compte que sa femme a décidé cela à son insu. Il n'était au courant de rien du tout. Lui qui veut autant d'enfants que la Chine populaire. Non, mais vous savez, c'est des questions qui intéressent les Camerounais. On est dans un contexte, et là encore c'est important de le rappeler, où la vie devient dure. On voit très bien que l'augmentation du prix sur les marchés pose un réel problème pour les Camerounais par rapport à manger le riz, le poisson et tout ce qu'on peut imaginer comme denrées de première nécessité. Et on voit aussi que les bailleurs ne sont plus aussi gentils qu'avant. Le courant, l'électricité, c'est très cher. L'eau, l'accès à l'eau est compliqué. Le câbleur, il vous menace toutes les fins du mois. C'est compliqué. Et dans ce contexte-là, il faut faire des enfants et les envoyer à l'école, les soigner. À quoi qu'à l'hôpital, c'est pas aussi évident que ça. Donc, toutes ces questions-là, mises ensemble, tendent à relativiser le grand oui de tout à l'heure, de Bombok tout à l'heure. Mais je vous passe la parole au Bégan sur cette affaire. Est-ce que cet homme a raison
d'être offusqué de la décision prise par sa femme de faire une pause. Non seulement elle a raison, mais j'imagine, en fait, je constate qu'il est un peu lâche. Pourquoi mettre les choses dehors? Vous l'amenez dans la chambre, vous attendez que les enfants dorment, vous prenez la chicotte, vous lui donnez au moins 5 coups à le pète et vous appelez le médecin. Une question, vous menacez de porter plainte contre ce médecin qui a fait ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que les mesures de représailles n'ont même pas à convoquer un conseil de famille. Donc, vous corrigez madame un peu par amour. Non, mais sauf qu'il y voit une trahison. Oui, mais justement, je dis, c'est justement dans l'énervement, dans tout, c'est un monsieur, bon, peut-être qu'il n'a pas... Il ne sait pas comment les choses sont bien organisées, donc il a agi par un coup, c'est pas bon, pas par un coup de tête, non, on n'agit pas comme ça quand on est chef de famille. Vous dites, madame, à vous, qu'elle a fait ça, vous l'amenez dans la chambre, vous lui donnez une petite correction, elle vous donne à manger. Mais après, que... c'est vous, le père, qui allez voir le médecin. Mais sauf vous que ça portez ne résout plainte pas. contre le médecin. Ça ne résout pas. Si c'est le stérilet, on enlève. Si ce n'est pas grave, le médecin, il peut y aller en prison. Comment il peut prendre les mesures contraceptives sans l'avis de son mari? Il n'y a que, bon, les deux premiers accouchements, si c'était fait avec difficulté, avec risque risque de vie, de perte de vie pour la femme, bon, ça peut se comprendre. Et même là... Moi je fais un commentaire tendancieux. Hein. Vous imaginez quand tendance à évoquer l'écart d'âge entre le premier et le deuxième, 1 an d'écart. C'est normal. Et alors, c'est normal. Elle a senti la tendance. On ne sent pas, on constate. Que si elle laissait faire... Elle a senti son corps. Que si elle laissait faire, ce monsieur allait lui faire porter des grossesses tous les 1 an. Hein. Non, la femme peut attraper une grossesse au bout de 2 mois, 3 mois. Au bout de 3 mois après, quand elle allait encore, et là on coupe l'allaitement, il y a des techniques. Il y a des techniques, c'est-à-dire que... Mais est-ce que vous n'envoyez pas les Camerounais au choc? Non. Je voudrais que les Camerounais, justement, ne se disent pas que c'est chacun qui fait sa vie. C'est justement le problème de chacun fait sa vie. Moi, je sais ce que je fais. Mais peu de gens savent ce qu'il ne faut pas faire. Donc, la question principale n'est pas de dire « je sais ce que je veux ». C'est moi qui risque de mourir. Mais qu'est-ce que je ne dois pas faire? En fait, les hommes sérieux ou les personnes sérieuses, c'est cette question fondamentale qu'elles se posent. Pour nous, vous entendez, la RDC a environ, je pense, 84 800 000 habitants environ. Oui. Mais il y a des terres là-bas. Pourquoi il y a plein de richesses? Le Cameroun a environ 24 millions d'habitants seulement. Je dis bien seulement. Le Nigeria voisine de 100 millions. Il y a des... La Chine et l'Inde... 150. Voilà, la Chine et l'Inde seulement ont la moitié des êtres qui vivent dans le monde. Donc plus de 4 milliards de personnes. Et les Indiens, les Chinois continuent à coucher. Et vous, parce qu'un président français vous dit que non, vous faites beaucoup d'enfants, vous aussi. Si, ça n'a rien à voir. Si, ça a quelque chose à voir. Grosse difficulté pour arrondir ses fins de mois, il pense parce que... Non, justement, le problème, il faut donc le poser, c'est d'enlever ces dirigeants de nos États qui ne savent pas faire une politique de planification. La planification, ce n'est pas familial. Seulement. Or, il faut dire également que la planification familiale est née à Lagos. Quand on vous a parlé du plan de Lagos, c'est-à-dire que les Nations Unies, ce que vous appelez à tort partenaires au développement, ils ont élaboré toute une politique du plan de Lagos pour aider l'Afrique à se développer. Ils ont donc énoncé parmi ces principes celui de santé pour tous en l'an 2000. Et ce santé pour tous en l'an 2000 avait donc cette déclinaison-là. Il fallait limiter les naissances. On a limité les naissances, on en est où? D'accord. Après, le sida est venu décimer toutes les populations. J'ai dit aux Africaines, accouchez, et à ce monsieur, laissez madame, reprenez ses affaires, allez porter plainte contre ce médecin. Et moi, je suis prêt à vous aider. Il faut accoucher. Et le cas d'un an est suffisant. On peut même avoir des femmes qui ont moins d'un an d'écart entre les enfants. Ok. Alors, Charles Abel, la question, je vais vous la poser pour qu'on rentre dans l'état d'esprit de ceux
couple pour comprendre comment une femme décide, prend sur elle d'arrêter d'accoucher et d'instaurer un planning familial, de prendre des mesures de contraception sans mettre son mari au courant. Est-ce que au départ il y a eu une discussion sur la question? Est-ce que le mari a informé la femme de ses intentions en termes de nombre d'enfants qu'il souhaiterait avoir? Y a-t-il une discussion sur cette question pour que on en arrive là? Monsieur Eric Fopoussi, c'est une femme qui croit qu'elle commande son mari. C'est tout. C'est une femme qui croit que c'est elle le capitaine du bateau. Et le mari n'est qu'un matelot sur ce bateau. Pas si sûr que ça. Hein? Si, monsieur Eric Fopoussi. Fopoussi. Si c'était le cas, elle lui aurait dit frontalement, monsieur de manière Fopoussi, brutale, que j'arrête d'accoucher. Mais sauf qu'elle a pris une mesure. Elle s'est monsieur cachée. Eric Fopoussi. Mais comme un bandit. Oui, Ça commence comment? Voilà. Ça commence comment? Par où? Qu'une femme prenne sur elle de décider sans son mari. C'est un scandale. Personne ne dort ce jour dans la maison, monsieur le Fopoussi. Personne ne dort. Qu'elle prend sur elle de décider. Mais, monsieur le Fopoussi, je vais vous dire. Il y a des femmes, je vous ai dit ici que le collier que les femmes portent au doigt là, le collier là, ce n'est qu'une illusion. C'est zéro. J'ai dit, je multiplie ce collier-là par zéro. L'alliance. C'est ça qu'on j'appelle collier. C'est le collier ou les chaînes, vous appelez ce que vous voulez. C'est ça, c'est vos expressions de non, mais c'est l'alliance. C'est votre expression, c'est pas la mienne. Okay. C'est des conneries, monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi? Il y a des femmes qui, lorsqu'elles vont rencontrer le médecin, enlèvent l'alliance. Vraiment, je suis avec un homme. Il ne s'occupe pas de moi. J'attends qu'il me mette l'alliance. Vraiment, docteur, je n'en peux plus. Éjecté. Les femmes là mentent comme des arracheuses de dents, monsieur Eric Fopoussi. Les arracheuses de dents. Je vous assure, monsieur Eric Fopoussi. Quand on me dit qu'il va porter plainte à ce médecin, j'ai pitié. Non! Les femmes ont des subterfuges pour nous enfumer. Le médecin est tombé, monsieur Eric Fopoussi. Que voilà, je n'ai pas de travail. Tous les hommes qui passent, chacun m'enseigne, tout le monde qui passe. Vraiment, le gars qui est arrivé, si je ne veux pas tomber dans les mêmes erreurs, aidez-moi, docteur! Et il m'a même fait une grossesse, il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Oh, ouais, c'est vrai. Monsieur Eric Fopoussi, le médecin, par compassion, va le faire. Mais dans tous les hôpitaux, même lorsque c'est une simple infection, on vous demande, venez avec la personne avec qui vous vivez. Tout à fait. Le médecin exige toujours. Et lorsqu'il sait que la personne est mariée, il s'arrange à convoquer et l'homme et la femme. Que dit votre mari par rapport à cela? Beaucoup de femmes cachent. Donc voilà une femme qui a créé un territoire, un royaume, dans le royaume de son mari. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, le monsieur, dans sa propre maison, est Robin Crusoe. Un naufragé, monsieur Eric Fopoussi. Si le message n'était pas tombé, tous les jours, l'homme allait tremper et dire, mais qu'est-ce que c'est pas? La femme dit, ah, j'essaie. Ah, j'essaie. Pose-toi la question. Et elle dort tranquillement, comme l'apôtre Paul. Elle sait qu'elle vous a noyé. Elle dit, regardez-moi ce monsieur. Vous allez vous dire à vos amis, mais voilà, j'ai pu faire deux. Les amis disent que gars, essayez d'aller à l'hôpital. Vous prenez les fonds, vous allez à l'hôpital. Vous dépensez pour faire des examens. On dit, mais monsieur, tout est normal. Soit vous ne savez plus calculer, vous devenez un enfant qui n'est pas encore à l'école pour calculer. Or que la femme qui est là, elle sait pertinemment là où elle vous amène. Donc ici, là, il y a un jeu très dangereux, machiavélique que la femme a développé qui n'est pas bon. Je pense que à partir de là, l'homme doit essayer de tout remener comme enquête pour se rassurer que la femme n'a pas d'autre chose qu'elle lui cache. 3 facteurs poussent à faire des enfants. Il y a le facteur famille, monsieur Eric Fopoussi. Dans ma famille, depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui, c'est 7. Le chiffre 7. Je prends ma famille. C'est-à-dire, de mes ancêtres à aujourd'hui, chacun fait 7 enfants. C'est-à-dire, mon grand-père fait 7. Ma mère a fait 7. Mes oncles, tous mes oncles et mes tantes ont fait 7. Nous tous, nous sommes sur le chemin de 7. Et peut-être j'irai même à 14. Ah oui, monsieur Eric Fopoussi, il faut le dire. Peut-être j'irai à 14. Donc, pour dire que ça, c'est le premier facteur. Il y a des familles réduites où l'enfant est né, il est seul. C'est un seul enfant. Il est enfant unique à sa mère. Il n'a ni frère ni soeur. Parce que la mère a eu peut-être des problèmes, la mère a eu des soucis. La mère lui dit que je veux aussi avoir une grande famille. Je voudrais que ma descendance soit abondante. Accouche. Le gars sort là comme maintenant
un vengeur de Marvel, la série Marvel, il commence à enceinter les filles. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est les revenus. Retirez votre... Non, je vous le dis. Deuxième Marvel, là. Non, oui, je dis Marvel, monsieur. On arrêtez Marvel. Le deuxième facteur, c'est les revenus. Un homme qui a le milliard et qui n'a pas d'enfant, il a quoi? Il vaut rien. Vous ne pouvez pas avoir d'argent. Regardez tous ces richissimes hommes. Ils se battent toujours à faire beaucoup d'enfants. C'est l'enfant qui pleure l'homme. Ce n'est pas la femme qui pleure l'homme, monsieur Lifopoussy. Ayant fait le plaisir. Il y a des gens pour qui c'est le plaisir et c'est les pauvres. Comme Dieu m'a refusé l'argent, Dieu m'a tout refusé, autant mieux je fais les enfants. Et vous allez vous rendre compte que cette maxime accompagne le lit du pauvre est très fécond. Donc, monsieur Lifopoussy, vous ne pouvez pas empêcher de faire des enfants tant qu'il y a les terres. Au village, on se définit par famille. Lorsqu'on prononce le nom de votre famille, on dit, les gens là. À l'heure actuelle, dans mon village, j'ai derrière moi, monsieur Lifopoussy, plus de 800 personnes. Donc, quand on dit que réunion familiale de ma lignée, quand on arrive dans tout le village qui est en l'air, monsieur Lifopoussy. Alors, c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Alors, il y a des richesses que d'hommes en tout cas. Ah ouais. Alors, Karine Santia, on va également vous écouter sur l'histoire de ce matin et savoir sur quel pied vous dansez. Allez-y. Sur ce même plateau, une fois, M. Bachou avait soulevé, on parlait d'une femme qui voulait continuer à faire des enfants et son mari n'en voulait plus. M. Bachou a dit non, que ce n'est pas à elle d'en décider. Et pourtant, il y a toujours des richesses que d'hommes. Maintenant, je ne vais pas arriver là. Je vais parler déjà des méthodes contraceptives en elles-mêmes. La faire placer ou mettre un stérilet ne veut pas dire qu'on veut arrêter les naissances. Vraiment pas du tout. Qu'on détrompe les gens. C'est pour mettre de manière momentanée une période d'écart entre les naissances. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais accoucher. Donc cette femme, elle a mis son stérilet ou autre chose parce qu'elle veut mettre un temps entre ses naissances. 1 an, le premier, entre 1 an et le deuxième 1 an. Vraiment, elle a trouvé que c'était trop serré. C'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui accouche et c'est elle qui sait de quoi elle parle. C'est très compliqué pour une femme d'être en train d'allaiter un bébé et d'en porter un autre dans le ventre. Ou encore de nourrir un bébé, porter un autre dans le ventre. C'est très compliqué pour une femme. Et parfois, ça complique même l'état de santé de l'enfant. Parce qu'on n'allaite pas, on ne donne pas le sein à un enfant lorsqu'on a un autre dans le ventre. C'est ce qu'on dit dans nos familles. Maintenant, on a affaire à une femme qui est martyrisée dans son foyer. Elle est frustrée dans son foyer. Elle a même peur de dire à son mari que s'il te plaît, j'aimerais qu'on écarte les naissances. Parce qu'elle sait ce qu'elle va recevoir. Parce qu'elle sait que la belle-mère, d'abord, la frustration est d'abord familiale. Elle est d'abord abusée familiale par la belle famille qui dit « On veut les enfants, on veut les enfants, c'est vous qui portez. » C'est ça le problème. Et elle n'a pas pu en parler. Non. Monsieur Bachou, quand vous parlez, je ne vous ai pas stoppé. Attendez que je termine mon argumentaire. Maintenant, elle ne stoppe pas. Elle met un écart entre le premier, le deuxième et le troisième. C'est elle qui définit parce que c'est son corps, c'est elle qui emporte. Si, en portant le deuxième, elle a un problème de santé, qu'est-ce qu'elle va faire? Avant qu'elle ne se marie. Jusque là, vraiment, je pense que sur sa carte nationale d'identité, on n'a pas encore mis épouse. Alors, Karine, ne vous laissez pas distraire. Oh mon Dieu, vous êtes plus futé que ça, je vous connais. Hein. Allez-y. Maintenant, je vais dire dans un autre... son mari, comme je disais, c'est un tyran. C'est quelqu'un d'assez... qui est obèse de manière politique dans sa maison, c'est-à-dire qu'il envahit, il empêche à sa femme de s'exprimer, ce qui fait qu'elle a eu peur de dire à son mari, j'aimerais que... Elle n'a jamais voulu qu'on arrête les naissances. L'histoire ne nous dit pas qu'elle ne veut plus accoucher. Elle a mis un écart et ça doit se respecter. Mais elle aurait pu au moins informer son mari. Le péché qu'elle commet, c'est de ne pas en parler à son mari. Mais quel genre de mari elle a? Ça, c'est la première question. Une femme qui dort avec vous, qui fait votre cuisine, qui fait votre lit, n'arrive pas à vous dire que chérie, je veux espacer les naissances. Vraiment. Qu'on nous excuse, questionnons-nous aussi sur le genre de mari que cette femme-là peut avoir. D'accord, on a compris, Karine. Tendance, oui, tu parles. Est-ce qu'elle est obligée de lui dire? Non, elle n'est pas obligée de lui dire, monsieur. Elle n'est pas obligée de lui dire. C'est elle qui porte la grossesse. L'enfance d'abord pour la femme. L'enfant, c'est pour nous, on ne refuse pas. On a besoin d'accoucher les enfants, le genre que je peux accoucher mon premier fils. Mon premier fils porte, pas dire apporter le deuxième ou encore à nourrir le deuxième. Je suis prête à accoucher même mes intestins, papa, mais laisse-moi le temps. Le premier enfant, je peux accoucher, j'attends même 5 ans. Le temps que mon corps revienne encore. Parce que parfois, tu vois une belle femme. Donc, tu vois une femme qui était belle avant. Tu vois une femme de 32 ans, elle est là comme une femme de 45 ans qui vient de Congo. Tout ça parce qu'elle a accouché.
Tout ça parce que c'est tous les accouchements. Quand une femme accouche, elle a besoin du repos. Oui. Oui. D'accord. Dis que ta femme est partie faire le planning sans te dire. Si elle te dit tu vas accepter, mieux tu constates. Il y a les gens qui disent souvent que même quand tu fais le planning, demain il y a les inconvénients, il y a ceci, il y a ceci. Oui, il y a les inconvénients, je ne refuse pas. Mais le jour qu'il y aura les inconvénients, c'est au moment là que tu vas savoir que j'avais fait le planning. Accoucher, non. Vraiment, il faut que les hommes arrêtent ça. La femme ne doit pas venir chez toi seulement parce qu'elle doit accoucher. Elle veut vraiment accoucher, mais laisse le temps. C'est elle qui comprend sur son corps. Non, mais en ici, accouchant, même tout le sang finit dans le corps. Ma fille, la beauté même, il n'y a plus. Ici, si on accuse l'homme d'être stérile, ou même la femme d'être stérile, vous n'avez pas intégré ça. D'accord. Donc la femme, elle sait ce qu'elle va manigancer. Ok, on va. Il y a les hommes irresponsables. Quand une femme prend une sujet d'aller à l'hôpital comme ça, justement, parfois parce que l'homme n'est jamais à la maison. Il est irresponsable. Les enfants vont manger quoi? Est-ce qu'elle-même mange bien? Parce qu'au Cameroun, c'est dur. Oui. Donc elle décide elle-même dit que ouais, de non, dire bon, non, maman. comme c'est difficile, Comme chérie, c'est difficile de chop les bon, réduisons notre rythme. Je ne suis pas obligée de vous dire. Carrefour des trois veuves, ça veut dire qu'ils ont les moyens de leur politique. Ils ne sont pas dans les taudis comme nous. Non, mais ils peuvent être il y a les maris des propriétaires. irresponsables, Eric. Que parfois qu'ils sortent le matin comme si ils te posent 2000 francs sur la table et à rentrant le soir ils sont rassasiés. Vous voyez que les femmes font comment pour préparer en journée? Au marché, on est obligé de faire le dorta. On nous connaît au marché parce qu'on fait le dorta, on touche le tas de tomates, si on tâte un peu, on discute le prix. Là-bas, on peut tâter les morues fumées, on discute le prix pour 2 colos. Mais 2000 c'est petit. C'est petit. Ah. En dehors de manger le riz à la sauce blanche. La morue fumée, tu vas encore manger. Il faut un gros problème de dialogue. Oui, Nous discutons là avec des gens. Soyez responsables. Vraiment, il faut connaître le mariage. Il faut connaître la vie de mariage. Je suis désolé, Karine. Mais il ne faut pas. Karine Santia discute en femme, je veux dire en femme, qui est occidentalisée à tel point que sa belle famille, permettez-moi de finir, sa belle famille n'a plus de parents. La femme n'a plus de l'argent. Changez qu'on ne vous donne pas, vous êtes l'argent. On appelle la femme l'argent. Vous rentrez dans une famille, c'est l'argent. On appelle la femme l'argent. Il faut retenir ça. Donc, monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous rentrez et que vous prenez sur vous d'aller vous faire injecter. Le bec. Oui, lorsque vous prenez sur vous d'aller vous faire injecter et que vous dites non, c'est mon corps. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez une belle-mère, vous avez une maman. Il y a des personnes qui sont censées résoudre, même si vous avez l'homme qui est un facochère, vous avez des personnes qui sont là, censées régler ce type de conflit. Ok. On ne fera pas. On ne fera pas. Alors, elle va passer sa vie à aller raconter. Il y a des instances où ça va. Il y a des instances où vous plaindre. On va lire quelques messages, Karine. Ma petite jeunesse. Ça va, attends. Message. On va lire quelques messages. When two people marry, they each other belongs to other. So the wife was wrong for taking a decision without her husband's consent. However, that is an indication of a bigger problem. Either the communication between them is broken or the husband is not empathic enough to understand his wife's needs. She said she wanted a break following 2 kids in a row. Now that she was done having them, that is very understandable. Vous avez choisi un message qui parle de ce que vous avez dit. C'est tout. Voilà. C'est tout. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui, voilà, la femme a très mal fait et c'est sûrement les mauvais conseils de sa copine. Cette femme peut vendre la maison avec tout le monde dedans. Jaurès Njike de Bafoussam. Merci Jaurès. Notre et pour le coup, on salue tous ceux qui nous regardent Bafoussam, quartier Tamja, Ndiandam, à la Sokada, à Kouongo là-bas, à Kamkop, à Thioville, Village, Tunga, mais ouais, partout, à Bafoussam, oui. On vous salue tous. Janine Kefeu, avec Pascal Touka. Voilà, oui. À Maïtur aussi, au quartier Aoussa, là-bas, oui, tout à fait. Serge le père d'éclairer. Oui. Allez-y, l'occidentalisation, les séries télévisées, WhatsApp, Facebook qui est à l'origine. En Afrique, on ne connaît pas ça. C'est une femme occidentalisée. D'accord. Merci. Un autre message. Est-ce que les deux femmes qui sont... Vous pouvez nous définir le mot mariage? D'accord. Un autre message. Un homme politique français avait dit que la France va tomber faute d'enfants.
Idriss de Yaoundé. Elle est même en train de... Elle est même déjà tombée. Voilà le Canada qui est en train de recruter déjà les gens, d'organiser les déportations. Mais bon, la un vieux France, continent. non, la France un peu moins parce que en Europe justement, la France est le seul pays où le taux de natalité est encore élevé. Qui a augmenté. C'est justement les négresses qui sont là-bas. Mais l'Allemagne alors, mais l'Allemagne c'est encore plus grave. Hein. Voilà. L'Allemagne c'est une population de vieillots, c'est grave là-bas chez eux. On va lire un dernier message. La femme a le droit de faire le planning, que son mari soit d'accord ou pas. Cela va de sa santé d'abord. Les hommes du plateau ne comprennent pas. Notre message, je suis Albert, que pensez-vous du dialogue dans le couple? À défaut de spéculer sur les hypothèses, le dialogue prime dans le couple. Cette décision revient aux deux, quelles que soient les hypothèses évoquées. Il n'y a pas de dérogation pour une telle décision. D'accord, merci beaucoup pour tous ces messages, madame, messieurs. On va en lire d'autres au cours de l'émission. On va tout de suite prendre la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'action syndicale au Cameroun. A-t-on même des syndicats dans ce pays? Telle est la question qu'on est parfois appelé à se poser. Comment comprendre toute la méprise qui est servie à tous les délégués du personnel? Dernier cas en date, ceux de la communauté urbaine de Douala. Comment comprendre que le dispositif légal et réglementaire camerounais en matière syndicale soit obsolète, liberticide, anachronique et non conforme aux instruments juridiques internationaux? Comment comprendre que la norme, principe et procédure de la liberté syndicale ne soit pas appliquée? Comment comprendre que les autorités camerounaises continuent de subordonner l'existence légale des syndicats à l'agrément préalable du ministre de l'administration territoriale pour les travailleurs régis par le statut de la fonction publique de l'État et à l'enregistrement préalable par le greffier des syndicats pour ce qui est des travailleurs régis par le Code de travail? Pourtant, la législation en matière syndicale est suffisamment claire sur la question d'existence légale des syndicats et d'exercice de l'activité syndicale tant sur le plan national qu'international. Comment comprendre qu'aux insuffisances de l'arsenal juridique se greffe l'inculture syndicale ou l'ignorance létale des pouvoirs publics, mieux des employeurs et des travailleurs? Comment comprendre que le droit syndical soit pratiquement bafoué encore? Comment comprendre que l'exercice du droit syndical sur les lieux de travail n'est pas protégé, que les droits de grève soient refusés à certaines corporations, mieux, à certaines personnes même qui ont le droit de faire grève? Comment comprendre que la grève sur le plan du travail n'est permis qu'après épuisement du processus tortueux de négociation, alors que les cadres institutionnels de négociation sont bureaucratiques, dirigistes, lourds et pratiquement inopérants? Comment comprendre qu'aucune disposition n'est prévue en ce qui concerne la protection des responsables syndicaux et les syndicalistes dans ce pays? Comment comprendre que l'action syndicale, à défaut d'être interdite, connaît des restrictions énormes sur les lieux de travail, avec à la clé un dispositif administratif, policier et répressif qui veille jalousement au grain et entretient la peur, la démobilisation et l'autocensure? Intimidation, interpellation policière, affectation, mutation disciplinaire, suspension de salaire, révocation, licenciement abusif et emprisonnement. Savez-vous qu'il est même un prétexte pour dissoudre un syndicat? D'ailleurs, comment comprendre que les syndicats ne bénéficient pas non seulement de toute la considération qui leur est due, mais aussi et surtout ont toujours été exclus du cadre de négociation entre les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds, même lorsque le secteur privé y est convié,
au mépris et en violation systématique du tripartisme prescrit par l'OIT. Comment comprendre le fait que les syndicalistes soient soumis à des sanctions directes ou implicites, arrestation, détention, limogeage, interdiction de manifestation, menaces à outrance et autres ingérences dans les affaires internes et syndicats, le quotidien que vit le mouvement syndical camerounais? Comment comprendre que les préoccupations réelles des travailleurs ne soient jamais prises en compte du fait de leur exclusion des différentes négociations? Savez-vous que la presque totalité des réformes ont au contraire exacerbé la pauvreté à travers la perte d'emplois consécutive aux fermetures d'entreprises et à la réduction des effectifs dans la fonction publique? Savez-vous qu'en dehors du téléphone portable, qui est plus que jamais la chose la mieux partagée, l'ordinateur, tout comme Internet, est pour la majorité des responsables syndicaux une véritable magie? Comment comprendre que le fait que certaines organisations syndicales travaillent essentiellement sur la base de l'agenda gouvernemental, que la principale caractéristique de certaines est l'absence de plans d'action et de programmes d'activité propres? Comment comprendre que sous le vernis des discours vraisemblablement dénonciateurs pour faire illusion, les dirigeants de ces organisations adoptent et accompagnent toutes les réformes du gouvernement et s'emploient en permanence pour convaincre les travailleurs à entériner les actes du gouvernement? Savez-vous qu'on a su à travers certains indicateurs précis que certains dirigeants des organisations syndicales simulent des mots d'ordre de grève juste pour donner prétexte au gouvernement d'organiser des simulacres de réunions de concertation pompeusement baptisées dialogue social, mais qui n'ont jamais abouti à des accords sociaux? La preuve de ce montage grossier est qu'au sortir de chacune de ces pièces de théâtre, le mot d'ordre de grève lancé par ces organisations et relayé à grand renfort de publicité par les médias publics est toujours levé sans raison valable ni signature d'accord. On peut donc affirmer sans embâche que la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux ne sont pas encore véritablement effectives au Cameroun. C'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires, et les syndicats font partie des corps intermédiaires dans une démocratie. Et comme le Cameroun, en tout cas, ce qu'on semble vouloir nous faire entendre est une démocratie apaisée, est une démocratie qui se travaille, les syndicats doivent pour le coup avoir une place de choix normalement dans les prises de décision sur le plan économique et politique. On le voit en France avec ce que fait Force ouvrière ou la CGT. C'est important aussi d'avoir le point de vue des corps intermédiaires qui peuvent relayer ce que les travailleurs ont comme souffrance. Au Cameroun, on peut rendre hommage ici ce matin à Isaac Bissala de l'UGTC ou encore à Jean-Marc Bikoko de la CSP du secteur public, comme vous le savez, la Confédération syndicale du secteur public. C'est important parce que ce sont là des figures emblématiques du mouvement syndical au Cameroun et on devrait leur rendre hommage à l'heure où on parle de ce sujet, Charles Hamel. On va également convoquer ici le tout récent discours du premier président de la Cour suprême qui avait, semble-t-il, dans son discours, pointé du doigt toutes ces manifestations de personnes frustrées, de personnes travaillant et frustrées parce que ayant des conditions de travail très difficiles. On voit très bien que sur les chantiers de la Cannes, c'est compliqué. On voit aussi que les enseignants, parfois, ils montent au créneau pour faire des grèves, ce que avait semblé dénoncer en son temps le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Sonet. Donc on voit très bien que la question n'est pas totalement, ou bien la question est au cœur d'une controverse au Cameroun parce que le cadre légal est tout à fait inexistant et on voit que pour les pouvoirs publics ne veulent rien faire pour faire avancer les choses. Wow, Bengan, comment sommes-nous arrivés là? Et pourtant le Cameroun avant l'indépendance était un pays où on a les Oumniobé qui ont commencé dans le mouvement syndical avant de se retrouver en politique. Oui, oui, avec l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Vous Oui. avez raison, c'est justement parce que l'activité, du moins les Camerounais à l'époque avaient constaté que l'activité syndicale ne pouvait pas porter très haut les revendications qui intégreraient même nous les indigènes. Oui. Ils ont donc imaginé ces partis politiques. Et là, vous avez raison. Justement, comme vous, j'interpelle le premier président de la Cour suprême, M. Daniel Mekobe-Sonet.
lors de la rentrée solennelle, il a prononcé un discours le 21 février 2019. J'avoue que j'ai failli changer de nationalité. D'abord, le premier président de la Cour suprême apprécie, d'abord il cite le chef de l'État, qui est une bonne chose, qui définit la démocratie, et je le cite moi aussi, en 1990, la démocratie c'est avant tout la liberté de presse, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté d'association, élection libre, fin de citation. Ça, c'est le premier président de la Cour suprême qui prend ce mot. Et vous dites, il n'y a pas de polémique qui tienne. Il faut dire les choses comme elles sont. Le pouvoir, alors, le pouvoir en place, ou le renouveau, ne veut pas que les Camerounais soient libres, ne veut pas qu'il y ait une démocratie. Et c'est pour cette raison que je me suis offusqué de la sortie du premier président de la Cour suprême quand il dit que même si on vous a, j'allais dire, on ne vous paye pas bien, vous n'avez pas le droit de vous offusquer. Et chose curieuse, il dit, parce que l'activité syndicale est régie par le décret numéro 93/576 PM du 15 juillet 1993 fixant, et là alors c'est très grave, la forme d'enregistrement des syndicats. C'est une énormité grave. C'est-à-dire que lui-même, il ne demande pas à l'exécutif de faire une loi, de légiférer, de faire une loi. Il n'existe pas de loi. Vous avez pu remarquer que lorsque les médecins du secteur public ont voulu faire des syndicats, c'était des affectations disciplinaires. Oui, avec le CIMEC de docteur Yves Basson, et l'un de ses présidents, docteur Kamta. Oui. Voilà, c'est précisément pourquoi, non, Charles Hamel, il y a une culture syndicale dans ce pays. Il faut dire... Qui remonte d'avant l'indépendance. Oui, qui a formé tout ce monde. Oui, quand absolument. Je vous parlais dernièrement que moi, je ne connais le ministre Mebengo que parce qu'il est haute personnalité de la République. Mais la personne que moi je connais, c'est son père, Jean Gomebe. Oui. C'était un leader syndical. C'était un compagnon de Ruben Oumnobé. Parce qu'il faut le dire. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas de démocratie, ou alors c'est la dictature au Cameroun. Oui. Vous demandez avec une loi que vous appelez Code du travail, ou de 92, voilà, de 92, ou un ingénieur, parce qu'on vous laisse un ingénieur aller négocier son travail. Donc vous pouvez être ingénieur, sorti de politique, on dit qu'on vous paye 60 000, et vous allez accepter. Un médecin, on vous dit, bon, par pitié, on va vous donner 80 000, et vous n'allez donc pas vous émanciper véritablement. Et même dans ce corps, vous l'avez cité tout à l'heure, je termine par là, Jean-Marc Bikoko. Oui. Vous savez qu'il est interdit aux policiers de former des syndicats à cause des statuts particuliers. Statut particulier 2, statut particulier 2. Donc même le magistrat, comme lui, monsieur le premier président de la Cour suprême, monsieur Daniel Makobe Soné, est-il fier, monsieur le président, que les magistrats n'aient pas formé de syndicats aujourd'hui? Il devait avoir un syndicat de magistrats, syndicat de greffiers, syndicat même de procureurs ou syndicat de présidents de cour. D'ailleurs, je rappelle que ça montre que le Cameroun est un pays d'une culture de droite, parce que vous savez que le mouvement syndical, on l'a grâce à la gauche. Souvenez-vous qu'en France, le syndicat des magistrats avait fait ce qu'on appelle le mur des cons. Et dans ce mur des cons, il y avait eu la photo du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, ce qui avait créé tout un tollé à cette époque-là en France. C'est pour dire que serait le Cameroun si le Cameroun avait justement des magistrats syndiqués? Nous aurions justement des personnes de gauche qui s'occuperaient à la justice, et nous n'en serons pas à ce niveau d'impunité. Vous avez bien fait de citer, je termine par là. Lorsque François Mitterrand est élu en 1981, il nomme son ami personnel, Robert Badinter. Oui. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mais sachez que là où vous m'avez mis là, je vais régler selon. Voilà, absolument. Je serai ingrat. Voilà. Je serai ingrat à votre nomination. Voilà, tout mais à fait. Ici,
Je n'ai pas, c'est que Monsieur le Président, je vous serai reconnaissant. Ok, on n'a pas beaucoup de mots, on a beaucoup de temps, mais je voudrais juste signaler que bon, Benga, c'est très important que nous le relevions. Il est inadmissible qu'il n'y ait pas de policiers qui puissent faire des syndicats, ni de magistrats on peut dans les pays comme je l'ai dit en Europe, la France, l'Italie et autres, voir que lorsqu'il y a ce qu'on a eu tout récemment avec, ou bien tout ce qu'on a tous les jours comme accusation de violence policière, des syndicats de policiers qui peuvent monter au créneau et expliquer aux Camerounais pourquoi la police est parfois obligée de faire telle ou telle action. Absolument. Ça va apaiser le climat social. Je veux dire, à un moment donné, le Cameroun se prive des outils qui peuvent lui permettre d'avancer vers un destin plus serein. Malheureusement, nous avons les dirigeants qui ont refusé complètement ou bien qui se mettent les œillères pour ne pas voir que le pays a besoin de libérer les énergies, de plus de démocratie et qu'on ait plus de vannes. Alors, on va, Chalamel, vous donner la parole juste après à 11h, ainsi qu'à Tendance. Un petit mot pour vous, Karine, avant qu'on ne passe à la pause. Alors, je voulais soulever quelques points par rapport aux syndicats au Cameroun. Oui. Déjà, on va noter que de nos jours, les syndicats camerounais ont été quelque peu infiltrés. C'est-à-dire qu'ils ne défendent plus les droits des personnes pour lesquelles ils ont été créés. Parce que lorsqu'on observe le paysage social camerounais, on a l'impression que certains syndicats ne se battent pas pour les causes véritables de leur action. Maintenant, on peut aussi voir que la création des syndicats au Cameroun... Le fameux jeton de présence, voilà, vous savez. Ça répond aussi aux critères de... Normalement, le principe de démocratie au Cameroun, en principe, admet la création des syndicats, mais ne légifère pas tous les syndicats. Ça veut dire que quelque part, on vous donne le pain, mais on vous refuse de charger ce pain. Ce qui fait que vous avez de la peine à consommer votre pain. Donc, il y a des syndicats qui existent, oui, qui sont même en action, mais parfois vous constatez que leurs actions sont quelque peu téléguidées par ceux qui nous gouvernent. D'accord, très bien, parce qu'évidemment, vous savez, c'est une stratégie qui est faite, ça se voit en politique, avec des partis fantômes et des partis satellites. Ça peut également se voir dans les syndicats. Bon, alors, on va juste dire, bon, Benga, et j'aime souvent vous le rappeler, parce que c'est vous qui avez été le premier à le faire remarquer sur ce plateau, en disant que le président Paul Biya, en 37 ans de magistrature au Cameroun, n'a jamais reçu un président de syndicat, ce qui est extrêmement incompréhensible. C'est pas possible du tout. On voit bien comment ailleurs les présidents de syndicats rencontrent régulièrement le chef de l'État pour discuter des questions, par exemple, qui sont liées aux travailleurs, parce que vous savez, le travail, et c'est quand même paradoxal, parce que le Cameroun a dans sa devise la notion de travail. C'est l'emploi qui fait maintenir les dirigeants en place. Donc, si on ne met pas donc l'emploi, le travail au centre des politiques qui sont mises en place à travers les syndicats, on ne sait pas où on va, on avait clairement vu. On va, madame, monsieur, marquer une pause pour cette première partie de l'émission. Dans un court instant, la deuxième partie. À tout de suite. De dents. J'ai toujours envie de savoir comment on monte les arracheuses de dents. Peut-être qu'elles vous disent que ça fera pas mal et que voilà, vous devez vous laisser faire. Non. Il faut supporter Elle la douleur. est calme comme la face d'une femme qui ment. Voilà, voilà. Bon, vous aussi, vous avez votre expression, vous qualifiez. Alors, dedans, elle est calme. Nous ne sommes pas misogynes sur ce plateau. Non, nous sommes pas dans la misogynie. On va juste dire qu'on vous chambre un peu, mesdames, mesdemoiselles, avec beaucoup, on va dire, voilà, beaucoup de plaisir aussi dans cela. On va lancer cette deuxième partie avec quelques messages envoyés par vos soins, madame, messieurs, et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Alors, Karine, je me tourne vers vous pour cela. Ce magistrat a la mémoire ou bien il n'a lu que l'exclusif lui a donné de lire. Il oublie 1993 où après la baisse drastique avait poussé les enseignants à gréver. Loncy Simon de Mbouda.
à faire grève. Un autre message, si les syndicats ne peuvent se représenter de manière libre, comment ne pas expliquer les décisions incompréhensibles des pouvoirs centraux dont nous subissons chaque jour dans ce pays, que ce soit être l'unique, qui se croit être l'unique pays au monde, vraiment, depuis Douala, RW. D'accord. Ok, Chalamel, on va... Avant que nous passions la parole, j'aimerais quand même dire que je ne sais pas si on a fait une étude sociologique pour qu'on se rende compte de tout ce qu'il y a comme licenciement abusif au Cameroun, tout ce qu'il y a comme non-respect des droits des travailleurs, parce que c'est à cela aussi qu'on mesure une démocratie, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Voilà. Allez-y, Chalamel. Monsieur Rifopoussi, le Cameroun vit sous la coupe d'un syndicalisme d'accompagnement. Syndicalisme d'accompagnement en lieu et place d'un syndicalisme de revendication. Nous n'en avons pas. Et même de protestation. Ou même de proposition, monsieur. Voilà. On n'en a pas. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont eux-là, ces gens de Yaoundé, qui ont cette particularité de toujours choisir, premièrement, les leaders. Des leaders qui vont leur représenter les travailleurs. Même si ce n'est pas le choix des syndiqués. On vous impose que c'est un premier point. Deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, rappelez-vous de l'affaire de la réforme de l'IRPP. Vous vous rappelez que lorsqu'on avait introduit cette affaire de l'IRPP, beaucoup de centaines de millions avaient été dépensés pour soudoyer, on peut les citer sur certains syndicats, certains représentants des syndicats, on avait pour organiser une, comment ils avaient appelé ça, des séminaires d'information, de sensibilisation sur l'IRPP dans toutes les provinces. Il y avait d'abord une réunion à la primature, c'est là où c'est l'odeur de l'argent a commencé à sortir. L'odeur de l'argent, oui. C'est là où vous avez vu les vrais procédés de ces différentes personnes. De l'argent était sorti tout frais, prié. Je n'ai jamais compris pourquoi au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de la Sécurité sociale, quand on regarde les concertations avec les travailleurs ou les syndicats, après il y a la collation, la nourriture à manger. Je n'ai jamais compris pourquoi. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que lorsqu'on passe même un an, il n'y a rien, ça énerve ces dirigeants, ces responsables des départements ministériels qui se demandent mais comment il faut justifier les dépenses de l'argent, attaquer quelque chose. Mot de grève de ceci. Lentement, on a décidé de boycotter. Les gars décident. Après, ils se retrouvent en assemblée. Pointez-moi une seule grève ici où ils sont allés en concertation, ils sont sortis, monsieur, vous aussi, sans lever. Le mot de grève, c'est toujours levé. On sort de là, on lève. Le mot de grève annoncé, c'est levé. Allez savoir pourquoi, parfois c'est organisé. Mais ce qu'ils ne savent pas, monsieur le Fopoussi, c'est qu'on se retrouve dans une situation où l'absence d'alternance politique développe en elle-même des grosses frustrations. Ça, aujourd'hui, c'est des grosses frustrations qui sont susceptibles, on ne le prévoit pas, mais de déboucher sur une explosion terriblement et grave. Deuxièmement, sur le plan économique, l'inexistence d'un véritable mouvement syndical fort fait en sorte que les projets économiques conçus unilatéralement ne prennent pas en compte les préoccupations endogènes, monsieur Rifopoussi. On se retrouve. Regardez les chantiers de la canne. Si on avait eu un mouvement syndical, s'il existait au Cameroun, je vous assure, ce qui se passe à la canne, on n'aurait pas eu avec ces dossiers de la canne. On n'aurait pas eu cela. Il y a des ingénieurs, par exemple, des génie civil, qui étaient organisés en syndicat. En syndicat, on n'aurait pas eu ce que nous sommes en train d'avoir. Deuxième chose, monsieur Rifopoussi, et c'est là où ça me plaît. Nous vivons sous la coupe justement de cette absence de syndicats. Voilà les faits fatals. Licenciement massif, un peu partout. Il n'y a rien, aucune riposte. Même le ministre du Travail est faible. Voilà les délégués de la communauté urbaine. On torture, on malaxe, il prend des décisions, il envoie la représentante régionale, on la chasse comme si elle n'avait aucune valeur. Pourtant, les syndicats, quand on parle des travailleurs, ce sont ceux qui ont le poids, vous l'avez dit tout à l'heure, la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur? Trop de gros points d'interrogation. Fermeture d'entreprise, monsieur le possible. Trop d'entreprises se ferment au Cameroun. Ça devrait inquiéter. Si on avait un syndicat fort, il se serait levé contre ces différentes fermetures et aurait mis en place. Ils auraient alerté.
ils auraient alerté. On a vu dans d'autres pays, lorsque les entreprises devaient fermer, les employés de l'entreprise se constituaient pour reprendre en main l'entreprise. Et ces parties propriétaires. Il y a ce qu'on appelle dialogue social. Le top management avec les syndicats. Nous sommes sur le coup de la réduction unilatérale et drastique des salaires. Aujourd'hui, c'est qui paye à qui mieux. Je te regarde, vous m'énervez, incidence salariale, je crée une incidence salariale, je vous donne ce que, allez vous plaindre là où vous voulez. Qui va venir vous sauver? J'ai des jeunes d'ailleurs avec les inspecteurs de Sabo. Vous n'avez pas un syndicat fort qui va se lever. La preuve, lorsque le syndicat se lève, derrière on les appelle d'âge. Et non, disons, faisons tourner ça. Pire, je suis sur le dernier point. Et ça, le ministère du Commerce ne s'est pas rendu compte. La hausse intempestive des prix des produits de première nécessité. Et c'est là on se retrouve. Vous augmentez le prix du riz, vous augmentez le prix du sucre, vous augmentez le prix de l'huile. Et vous vous attendez à quoi? D'accord. Très bien, pardon. On va continuer à lire le message. Oui. Un autre message qui nous parvient à l'instant. Voilà, on est dans un pays où tout est dicté, le pouvoir est téléguidé par le régime de Yaoundé, on est corrompu jusqu'au nouveau-né. Je me demande si le régime en place réfléchit. Oh mon Dieu, voilà, oh mon beau et cher pays des grands hommes, pays à votre, voilà, paix à votre âme. Le syndicat est absurde. Soyez bénis. D'accord, très bien. On le dit pas pour flageller les syndicats, c'est pour évidemment qu'on prenne conscience de la nécessité qu'il y a de renforcer nos mouvements syndicaux. Oui, il y a même les syndicats de fous. Ce qu'on ne veut pas arrêter de dire, là, maintenant, les gens n'allaient pas sortir. Tu comprends, on fait un moment. Vous avez vu comment on a arrêté de dire à Bafoussa. Là, maintenant, Yaoundé, on a fait comment? Au dernier niveau, on a menti qu'il était mort. Chacun a dit sa part. Et tous ces gens qui n'ont pas de syndicats, est-ce qu'on les interdit? Il était pas rentré, il doit pas ça. Il était tout à Bafoussa, non? Il était pas rentré. Il était tout à rentré. Non, on l'interdit pas, ma fille. On l'a interviewé à Bafoussa, on l'a arrêté à Baganté. Maintenant, s'il y avait les syndicats des fous, les fous pouvaient se lever pour dire que ouais, comment est-ce que vous pouvez passer avec notre collègue? Passons. Tous ces gens qui n'ont pas de syndicats, est-ce qu'on les interdit pour un moment? Non, on n'interdit pas. Si c'est là pour dire que voici, nous sommes les magistrats. Là, alors on interdit. Pour les magistrats? Non, pour les magistrats, leur statut particulier leur interdit de faire des syndicats. Les policiers, les gendarmes aussi. Oui, sauf mais quand ils vont en séminaire en France, ils se trouvent avec des syndicats de magistrats. Sauf si un jour on a un président qui décide d'abroger justement cette disposition du la magistrature ou bien la police. C'est un peu comme les gens qui veulent sans partir à la réunion. Il faut partir au milieu des gens. Quand il y a le syndicat, la même chose que quand tu pars à la réunion, le jour de ta mort, les gens viennent. Tu as rangé ton deuil avant de mourir. C'est là où il y a même en fait ce qu'on appelle citoyenne. Parce qu'on utilise des mots n'importe comment. C'est dans le syndicat que vous aurez la différence entre ce qu'on appelle une doléance, une réclamation, une revendication, une contestation. Parce que lorsque j'entends un certain magistrat, ils ne savent pas à quel moment les syndicats, ils en font tout généralement avec les regroupements des anciens employés des sociétés para-étatiques et même de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il y a des réclamations, ils vous disent « Ah, vous êtes en train de contester ». Non, il y a réclamation, il y a revendication, c'est après qu'on va contester. Et maintenant, chaque mot a beaucoup de déclinaisons. Mais on prend tout n'importe comment. Ok. Karine. Ce qui est marrant, c'est que les syndicats ne revendiquent rien. Il y a une entreprise téléphonique qui licencie à tout bout de champ, Marie de Yaoundé. Non, le syndicat doit d'abord commencer au sein de cette entreprise-là. Mais comme disait Charles Hamel, comme on nous a beurré, c'est vous qui avez étudié, puisque eux sont au sein de l'entreprise, ils ne veulent pas une forme de syndicat. Donc, ce qui est intéressant, et c'est là le véritable problème, c'est que j'ai observé particulièrement comment ça se passe dans un pays comme la France. Vous verrez qu'il y a des grands regroupements syndicaux, la CGT, la CFDT et FO, les trois principaux syndicats. Alors, ce qui se passe, c'est que dans chaque entreprise, lorsqu'il y a élection des délégués du personnel,
ces différents syndicats se constituent comme étant des listes de partis politiques. Je prends un exemple de parti politique. Il y a donc il y a dans l'entreprise un employé qui dit, moi je suis de la CFDT, votez-moi comme délégué du personnel. Il y a l'autre employé qui dit, je suis de la FO, votez-moi comme délégué personnel. Il y a l'autre qui dit, je suis de la CCGT, votez-moi comme personnel. Maintenant, c'est au bout du processus qu'on calcule le nombre de délégués CFDT de toutes les entreprises de la France, le nombre de délégués personnels FO de toute la France, et on voit quel le syndicat qui pèse le plus lourd, le deuxième et le troisième. Ce qui fait que lorsqu'il y a un problème dans un secteur particulier, vous avez directement la branche du secteur en question du syndicat qui se met en branle. Par exemple, pour le cas de la téléphonie, s'il y avait donc cette organisation-là au Cameroun, vous verrez donc une branche là qui va se mettre en branle et commencer donc à mener des actions. Il y a ce qu'on voit également en France, c'est que vous voyez la CGT qui c'est que là, on va dire, une force de mobilisation forte, vous dit, dimanche prochain, nous marchons, par exemple, contre le prix du riz, parce qu'on voit que l'augmentation aura une incidence sur les travailleurs. Donc c'est ce type d'action, sur le plan national, qui permet de mesurer qu'effectivement il y a des choses qui se passent. Bon, maintenant, on a combien d'associations de consommateurs? Voilà. On en a sauf que, voilà, vous voyez très bien que... Vous voyez très bien que... On en a combien? Non, il faut dire que c'est la blague, c'est la rigolade, et je crois bien que la création de ces différents syndicats, à la limite, c'est beaucoup plus pour des raisons alimentaires, monsieur Rifopoussi. Non, je pense que c'est plus... Je ne veux pas frustrer, je sais que parmi ceux qui travaillent, il y a ceux qui travaillent véritablement, même lorsque en parti unique, on est devenu CSTC. Ce n'était pas vu, lui son best, c'était la bagarre tout le temps. Et justement parce que c'est ça que nous devons dire. Peut-être qu'on ne va pas citer les noms, il y a des syndicats qui ont été créés par le gouvernement pour casser ce qui existe. Voilà. C'est pour cette raison, et en 93, il y a un téléspectateur qui a parlé de 93. Vous savez ce qui est arrivé au syndicat national des enseignants du secondaire, avec Bélan Mbappé? Il y en a qui ont, non seulement ils ont eu des affectations disciplinaires, ils ont été placés en position 80. Pour un fonctionnaire, ça veut dire que votre salaire ne passe plus. Voilà. Je peux les citer ici. D'accord. Donc, je veux juste dire que ce discours-là, Charles Hamel, est dangereux pour une raison. C'est le même discours que l'on tient avec les partis politiques. Vous savez, on peut tout dire ce qu'on veut. Le pouvoir en place sur le plan politique va développer des stratégies pour créer des partis politiques à côté pour brouiller le jeu politique. Donc c'est la même chose qui est fait avec les syndicats, mais davantage, il nous faut une loi syndicale en bonne et due forme. On ne peut plus continuer sous le régime actuel, il faut changer, il faut réformer, faire une loi syndicale et installer au Cameroun donc tout cela. On ne peut pas laisser le mouvement syndical à la merci du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ce n'est pas possible. Mais regardez l'exemple bien ici du bureau de gestion du fret terrestre. Oui. Voilà un bureau qui était dirigé justement dans les années 93 par M. Mefire Oumarou. À l'époque, il était au Conseil national du Cameroun. Voilà un organisme qui fait de l'argent. Et lorsque le syndicat des transporteurs routiers a commencé à revendiquer, mais vous nous enlevez à la place de l'UDEAC, vous allez nous mettre où? On leur dit, bon, on verra, il y a ça et tout. On s'est mis à les diviser. Aujourd'hui, il y a au moins 8000 syndicats là-dedans. Alors qu'au départ, ils avaient même dit oui, mais nous sommes en train de vouloir faire un organisme qui peut encadrer nos chauffeurs. Parce que les chauffeurs, on les paye comme ça à main levée. Il fallait donc trouver une sorte d'un organisme qui est apparenté au FECOM. Pour vous, les transporteurs, vos chauffeurs, vos aides-chauffeurs, vos motorboys, comment on les encadre? Et c'est l'État même qui a refusé de faire ça. On va lire un dernier message avec vous, Karine Santia. Allez-y. Même comme le Cameroun admet les syndicats, ces syndicats ne jouent pas véritablement leur rôle. Quel est donc finalement le but d'un syndicat au Cameroun?
Alors, on va arrêter là pour les messages. On aura sans doute l'occasion avant la fin de l'émission de revenir sur ces messages-là. Le temps pour nous de faire la revue des réseaux sociaux et que Chalamel Bachou Rambal, c'est notes. Voilà, non, ce que je vois. Ah, d'accord, ok, d'accord. Allons-y, Karine, il avait la revue des réseaux sociaux. Oui. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va commencer par l'université de Buea, l'enlèvement des étudiants 24 heures seulement après le kidnapping du coach de Young Sport Academy. Les individus armés non identifiés s'en sont pris à des étudiants en pleine séance d'entraînement en prélude aux Jeux universitaires qui se tiendront dans la ville de Buea dans les prochaines semaines. Et puis, ils sont environ au nombre de 15. Les faits se sont déroulés hier, peu avant 9 h. Ils sont au nombre de 15, oui, tout de l'équipe de football de cette université. L'enlèvement s'est déroulé peu de temps avant l'arrivée de leur coach. Rappelons qu'un ex-secrétaire d'État a aussi été kidnappé mardi dernier à Bamenda et la toile est très inquiète. Comment organiser et réunir tout Cameroun à Buea dans ce contexte? Oui, surtout, hein, c'est d'ailleurs une réflexion que l'on faisait il y a 2 jours ici en disant est-ce que c'était vraiment futé de toujours montrer que la République est au-dessus de tout en forçant le trait et en allant faire ces Jeux universitaires. Mais avant cela, on se rend compte qu'il y a une accélération des kidnappings depuis quelque temps. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que la situation n'est pas entièrement sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Cela voudrait dire également qu'il y a une branche des Ambabos qui voudrait également nous voulons que j'allais dire l'option guerrière à laquelle s'est engagé le gouvernement ne pourra pas résoudre le problème. Alors, mais, sauf qu'on peut imaginer que ça peut être aussi un essoufflement. Non, ça ne peut pas être un essoufflement, puisqu'en fait, nous ne savons pas quelles sont les méthodes qu'ils utilisent. Nous sommes en période de guérilla. Et dans la guérilla, il y a toutes les méthodes. Oui, les enlèvements qu'ils font, c'est du harcèlement sur le moral de l'ennemi. Je veux bien comprendre ce qui se passe dans leur tête, et je veux bien comprendre comment ça se passe. Il y a que les rançons qui sont parfois demandées peuvent leur servir de ravitaillement en termes de nourriture. Oui, c'est pourquoi ils accélèrent les kidnappings. On peut bien voir qu'actuellement leurs ressources sont épuisées et qu'ils... Non. Ce qu'il faut peut-être dire à ce niveau, c'est que au-delà de ceux qui revendiquent la sécession, d'autres groupes se sont formés qui procèdent par des raquets. Et dans ce cas de figure qui nous interpelle aujourd'hui, est-ce que ce sont ces gens qui font des raquets? Sûrement. Parce qu'il peut être constitué de groupuscules de bandits qui sèment sa zizanie, qui sèment la terreur et qui n'obéissent pas aux instructions des grandes structures, des superstructures qui les encadrent. Ça aussi, et c'est ça qui est dangereux justement. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de dialogue va donc favoriser c'est tout là qui va également s'apparenter à des règlements de compte, ainsi de suite. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un message qu'on pourrait décoller derrière le profil des personnes qui sont kidnappées? On a vu, déjà on parle du sport là, avec le coach de Young Sport Academy, et également les joueurs de l'équipe de football de l'université de Buea, alors que les Jeux arrivent dans quelques semaines, dans quelques jours. Oui, tout à fait. Pour le coach Doumbé Bosso, il y a une revendication qui est arrivée, bon, quand il va le rendre public, mais il a laissé entendre qu'on lui a dit, mais les francophones font quoi ici? Oui. Voilà, et autre chose, on lui a dit, il faut que votre équipe nous donne l'argent, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc en fait, il y a besoin d'avoir des rançons, des rançonnés. Pour le cas des étudiants de l'université de Nice, c'est comme on avait procédé aux enlèvements des élèves à Bamenda dernièrement, c'est-à-dire marquer l'opinion, faire peur. On vous a dit
qui ne doit pas, vous ne devez pas aller à l'école. Pourquoi vous allez à l'école? Donc on procède comme ça par des intimidations irritables et tout. Mais est-ce que c'est la superstructure politique? Je n'en sais rien. Là, c'est difficile. Okay. Alors maintenant, la réponse du gouvernement, est-ce qu'on peut s'interroger sur la facilité avec laquelle on peut débarquer dans un campus universitaire à 8 heures, retirer des gens, alors qu'on demande aux étudiants d'aller faire cours? Je veux dire, on ne peut pas demander aux enfants d'aller faire cours alors qu'on ne leur garantit pas un minimum de sécurité. Oui, justement, c'est là le dilemme. Oui. C'est le dilemme. Là, le gouvernement sait bien qu'on ne peut pas, il n'y a pas une protection, j'allais dire, même à 70% de la population. Mais on vous dit, vous donner l'information. Oui, il y a ce qu'on appelle l'universalité de la défense, c'est vrai. C'est-à-dire que les populations doivent donner aux forces de maintien de l'ordre, aux forces de défense et de sécurité des informations qui sont. Mais à côté de vous, vous avez ces gens qui vous menacent. Et peut-être, vous dites, on les connaît. Donc, vous êtes menacés du côté. Les mêmes forces de défense et de sécurité vous soupçonnent d'être ceci. Et quand vous allez donc donner l'information, ça se traitera comment? Voilà le dilemme. En fait, ce sont les populations qui sont entre deux feux. Alors, Charles Hamel, est-ce qu'on doit purement et simplement arrêter de dispenser des cours à l'université de Buea avec parce que désormais ceux qu'on a eu au téléphone, d'étudiants qu'on a eu au téléphone, estiment que désormais c'est la terreur, c'est la peur, c'est avec la peur au ventre qu'on va faire cours. Est-ce que dans un contexte comme ça on apprend bien ces leçons? Est-ce qu'on apprend bien, apprend bien le savoir? Est-ce qu'on acquiert le savoir comme il faut? Monsieur Eric Fopoussi, je me suis retrouvé un jour à Buea. Lorsque j'avais pris l'année dernière mes congés, je me suis retrouvé à Buea. Vous étiez revenu ici avec le GEV, voilà, le fameux GEV. Je suis allé moi-même voir. Monsieur Eric Fopoussi, oui. J'ai passé toute une nuit sous le lit. Parce que toute cette nuit, ça tirait dans tous les sens à Buea. Et ce n'était pas loin de PDD. Ça tirait dans tous les sens à Buea. Oui. Plusieurs fois, on a reçu des appels ici où les gens disent, on vous dit que quoi? Vous dites quoi à la radio? Écoutez ce qui est en train de se passer. On est en train de tirer à balles et on suivait ce qui est en train de se passer. Était-ce l'armée? Était-ce les sécessionnistes? Vous ne pouvez savoir, ce n'était que les affaires de téléphone. Premier point, monsieur Eric Fopoussi, depuis que cette affaire se passe, j'ai jamais entendu parler le préfet de Buea, du département. Il y a un préfet là-bas. Il y a un préfet du Fakola. Il y a un préfet du Fakola, il y a un préfet. Oui, tout parce qu'il n'y a que le maire. Il n'y a que le maire qui s'est substitué. Il y a le sous-préfet. Je dis, ce n'est que le maire. Je n'ai jamais entendu le maire, le gouverneur. Première question. Est-ce qu'il y a des préfets là? Quelles sont les mesures? Que prévoient les mesures sécuritaires à ce niveau? Je pense que c'est de la responsabilité directe du préfet et peut-être du sous-préfet. Premier point. Les différentes universités ont ce qu'on appelle les cartes d'accès. Ne peut accéder à l'université que celui qui a une carte d'accès. Même les étudiants ont des cartes. Je me rappelle encore de ma carte, avec mon numéro matricule, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque vous entrez à l'université, vous devez la présenter. Bon, je ne suis pas certain qu'à Douala, c'est la même chose. Non, non, là, Buea, là, maintenant. Non, je dis parce que... Je parle de Buea. Parce que je regarde Douala, et puis je dis, mais carte d'accès à Douala. Deuxième, peut-être troisième chose, nous sommes en plein, dans un chef-lieu de région. Monsieur Eric Fopoussi, c'est grave. Qu'on a 15 personnes ne vont pas entrer dans un taxi. 15 personnes ne peuvent pas entrer. Ben oui, monsieur Eric Fopoussi. Ils sont entrés au campus avec quoi? Sont-ils sortis à pied? Alors, bon, c'est à pied, on imagine. Hein, à pied, monsieur Eric Fopoussi, je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas. Non. À pied, on les aurait vus. À pied, on aura alerté rapidement le bille. À pied, on aura alerté. Monsieur Eric Fopoussi, ils sont un peu d'avoir la c'est comme des enfants de chez vous qu'on avait enlevés. On dit qu'ils sont plus de 70 enfants, on les avait mis dans quoi, monsieur Eric Fopoussi? On a enlevé 15 personnes. Donc forcément, c'est un véhicule qui est rentré, ou un pick-up, ou une Dina, qui est rentré, qui les a jetés à l'intérieur et qui est ressorti, monsieur Eric Fopoussi. Donc ça suppose qu'à ce niveau... Ressorti, non. Bon, un véhicule qui entre dans un... Si c'est encore plus grave. Si c'est un véhicule, c'est encore plus grave. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez l'impression qu'il y a les bâtiments, après les bâtiments, c'est la jungle, à l'université.
Je ne pense pas. Ils peuvent escalader, je veux dire, ils peuvent... Et faire escalader. Non, mais il faut... Vous savez la terreur que ces gens-là ont subi au gens. Si on vous dit de... Si on les a fait escalader, c'est qu'ils ont marché à pied dans la ville de Boya. Donc forcément, pour les amener dans leur lieu, on a dû les mettre dans un véhicule. Donc ce véhicule devait être identifié. Depuis, j'attends, M. Rifopoussi, que M. le maire, qui a arrêté les taxis, qui confisquait, qui mettait les véhicules en fourrière, qui mettait les motos en fourrière, puis se lever pour prendre une décision. Mais là, ça démontre qu'il y a un sérieux problème de sécurité. Et je pense qu'il faudrait qu'on redouble véritablement l'attention, parce qu'un matin, on peut nous apprendre qu'on a pris notre cher et beau gouverneur, on est venu le trouver dans son bureau, et on l'a enlevé, monsieur. Non, si on le fait déjà, nous ne le souhaitons pas. Mais ça veut dire qu'il faut redoubler les mesures sécuritaires, monsieur Rifopoussi. Oui. D'accord. Karim Zotia, vous êtes très remonté, c'est pourquoi cette situation, ça met très en colère certains étudiants, parce que on va rappeler qu'il y en a des étudiants de l'université de Boya qui quittent ici pour aller à l'école là-bas, question de ne pas passer la nuit à Boya. Vraiment pas du tout. Mais ce qui est encore plus criard, c'est la facilité avec laquelle on en parle, comme si c'était de l'autre côté en fait. Comme si ça concernait les autres. Comme si ça ne nous touchait pas. Mais hier encore, on parlait de Mbanga. On parlait de tout le Mugo qui est dans cette même situation. Comment est-ce qu'on fait pour que dans une zone en crise, les villes limitrophes ne soient pas aussi protégées? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on a abandonné les populations? Est-ce qu'on a dit que chacun, à qui mieux, chacun se cherche, comme vous voulez la guerre, allez-y? Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que c'est ce que tout le monde veut comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans un campus qui est dans une barrière? On prend les étudiants. On peut même entrer sans carte d'accès chez M. Chalamel, mais on a quand même une possibilité de sortir. Il y a toujours des vigiles. Les profs n'existent pas sans vigile. Comment est-ce qu'on a fait? On a aussi pris le vigile. On a fait comment pour partir avec ces étudiants-là comme ça, sans que personne ne réagisse? Oui, c'est toute la question, tout le mystère qui entoure cette question. Oui, il faut montrer ta carte d'identité. Et tu dis pourquoi tu es arrivé, tu es visiteur, tu es comment? Vraiment, j'imagine comment les enfants là vivent encore de ce côté. Les jeux universitaires, là, on devait même interdire ça là-bas cette année. Oui. L'endroit où il y a l'attroupement là, il fallait qu'on refuse les jeux universitaires. C'est ça qui devait faire quoi? Non, vous savez, il y a une dynamique du gouvernement. Non, il fallait qu'on refuse ça. Le parce qu'il y a dans l'attroupement, ce n'est pas bien. C'est ce qu'on dit de ce côté. Non, on connaît qui est qui. Le gouvernement a décidé de dire qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Donc, ils vont arriver là avec des gilets pare-balles, avec des casques militaires, bien barrés. Et les élèves ne seront pas là aussi avec ça, monsieur les coureurs du Cameroun Race ne seront pas. Voilà, c'est ça. Ça ne devait même pas avoir lieu. Mais depuis qu'on a pris les enfants là, ils sont où, maman? On ne sait pas. Et ce sont des jeunes garçons, donc ils peuvent être utilisés comme militaires. En tout cas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas maintenant? On imagine s'ils ont mangé hier ou pas. Ils sont positionnés de quel côté? La torture qu'ils sont en train de vivre là-bas, comment? Oui, en tout cas, il est encore temps pour le gouvernement d'arrêter ce processus, d'arrêter les jeux parce que c'est pas possible, on peut pas continuer. On ne peut même pas faire ça. On ne peut pas continuer comme ça, on peut transférer à une autre université que ça ne poserait aucun souci. Mais comme vous savez, et c'est ça le problème, c'est que dès le départ, on a dit que tout est sous contrôle, on a dit Federica Mogherini que tout va bien. Comment on a même invité encore. On a même invité venez voir ce qui se passe. Comment leur expliquer qu'on va pas faire les Jésus à cause de cela. On va continuer, c'est ce qu'on pouvait dire pour l'instant, parce qu'on va continuer à suivre de près ce qui se passe à Boya. C'est ce qu'on pouvait dire pour l'instant de cette information sur les réseaux sociaux. Allez-y Karine, continuez. Le ministre du Commerce, Luc Margoire Barga Atangana, a signé hier un communiqué portant sur les nouveaux prix du riz et du poisson dans la ville de Douala et Yaoundé. Les villes de Douala et Yaoundé, le riz 25% de brisure qui représente 70% des approvisionnements coûtera à Douala 330 francs le kilogramme, Yaoundé 350 francs le kilogramme. Le riz de luxe Douala coûtera 410 francs le kilogramme pour les marques premium que je ne vais pas citer ici, et puis 375 francs pour toutes les autres marques. Yaoundé 425 francs pour les marques premium et 390 francs pour les autres marques. Poisson macro 1000 francs, macro 20 plus,
1000 francs ou 1200 francs le kilogramme à Douala Yaoundé. Le thon moyen calibre 700 francs le kilogramme, sardine 750 francs, bar Corvina gros calibre 1350 francs et puis le bar Colada gros calibre 1350 francs. L'ensemble de ces produits est disponible en quantité suffisante pour assurer l'approvisionnement normal du marché au cours des 3 et 4 prochains mois. Pourquoi vous riez, Caramel? Qu'est-ce qui se passe? Il faut vous dire, ça c'est deux planètes différentes. C'est-à-dire là-bas c'est tant en nord, tant en sud. Tout ça c'est irréel. C'est combien, vous voulez dire, c'est combien? Michel, il faut aussi descendre, balader les micros. Non, vous posez la question, vous dites que... Michel, il faut aussi, je vous dis que le kilo du bas là-bas, du bas ici à Deiro, c'est 3500 et poussé, 3750. Et on va même selon la... Je dis le kilo, c'est 3750. Rappelez-nous le prix là. Le prix c'est combien? C'est combien là? Le prix c'est 1350. C'est la lot. C'est la lot. J'ai dit c'est 3750. Je ne peux pas donner la poissonnerie là. 3750. Le congelé est vendu à 1875 francs. Le congelé est plus petit. Il y a ce qu'ils appellent les bars anglais. Les bars brésiliens. Je vous dis, mais si vous voulez la poissonnerie. Il y a le poisson comme ça. De toutes les manières, c'est pas moins de 2500. C'est pas moins de 2500, monsieur les faux. Ça, c'est alors, je préfère qu'on se taise un peu sur le poisson et qu'on parle du riz. Si vous me permettez. Même pour mais pas manger le riz sans sauce. Et dans la sauce, on met quoi? On va manger le riz blanc. Mangeons le riz avec le riz blanc. Donc même avec le riz. Bon, je suis d'accord qu'on soit en train de dire que la réalité n'est pas le cas. C'est donc pourquoi justement le ministre Luc Bagua Bagatangana a décidé d'autorité. Pas qu'il a décidé pas d'autorité parce que là je fais une confusion. Il a eu une réunion hier de concertation avec les groupements d'importateurs de riz, poisson et les associations de consommateurs. Hier, ils ont tous convenu que désormais, voilà ce que les prix vont donner en termes de riz, poisson et tout ce qu'on a cité là. C'est quand même on va dire, c'est quand même... Oui, sur le papier, oui. c'est rabais, c'est un peu rabais sur le papier. Maintenant, est-ce que son équipe de contrôle, sa brigade de contrôle des prix, va faire exécuter ces mesures? C'est là où nous disons non. Ça n'est pas possible, il ne pourra pas. Il ne pourra pas le faire. Lui-même, il le sait. Et en plus, il a dit Douala Yaoundé. Ça veut dire que si on a Douala Yaoundé, les autres, nous qui sommes au village, voilà. L'autre implication, nous avons dit ici, les effets induits. Lorsqu'on accepte qu'on augmente même de 5 francs sur les jus et la bière qu'on boit, ça veut dire qu'il y aura des implications sur les autres choses. Ça, c'est un effet d'entraînement qu'il en aura. Là, il ne peut pas. Y compris sur le bâton de manioc, le bobolo, que vous achetez à 50 francs, va maintenir le prix de 50, mais va connaître une cure d'amaigrissement terrible. Voilà, tout à fait. Voilà, donc, pour le riz, il ne sera pas bon. Déjà, les commerçants, qui va vous dire, est-ce que cette brigade de contrôle va dire que non, Mbomboka va acheter son riz en octobre, il n'a pas encore écoulé tout le marché, donc ça veut dire qu'il va vendre le kilo de riz à 350? Non, quand c'est verrouillé, ce sera verrouillé. Je vais dire le kilo c'est 400. D'accord. Mais c'est 400, monsieur, je vous dis, ou alors je ne vends pas, je ferme. Très Ou bien. bien alors vous me faites payer l'amende, je vais payer l'amende, les pénalités. En tout cas, on voit très bien que c'est très compliqué. C'est compliqué à appliquer. Oui, c'est très compliqué à appliquer, mais le ministre dit qu'il y aura une tolérance zéro pour tout cela. Et d'ailleurs, quand on écoute M. Kemle, M. Kemle Jackie, il est le secrétaire général du groupement des importateurs du riz, il est lui aussi tout à fait optimiste sur cela, mais j'ai envie de lui dire que vous êtes certains importateurs, mais ceux qui sont les marchands détail sur le terrain achètent le prix, le sac de riz un peu plus cher, ils doivent le revendre en ayant en idée d'avoir des marges de bénéfice. Même quand vous partez au marché des grossistes, ça ne réduit pas le prix d'achat. Voilà, absolument. Donc le prix est le même partout, que vous soyez détaillant, grossiste ou bien autre chose. Maintenant, lorsqu'on achète, puisque Douala a le port, et que le riz atterrit ici, il coûte déjà 19 500 ici en sac. Comme quand on le transporte pour Ngaoundéré, pour Marois, pour Garoua, combien est-ce qu'il coûte le sac? Et après, comment est-ce qu'on va le revendre? En kilo, en boîte ou comment? Garouel, ouais, ici à Yabati.
Il n'y a même pas d'abord de route. Voilà, il y a pas C'était mieux dire Yaoundé le kilo de poisson, tel montant là, je ne suis pas d'accord. C'est une proposition. Le Cameroun est un, il y a deux Cameroun. Papa, pardon, donne un prix forfaitaire partout et descends sur le terrain. Je sais pourquoi il dit ça en tant que ménagère. Tu as dit ce que tu pouvais dire hier, on a pris les caméras, te filmer. Descends toi sur le terrain, tu nous expliques comment on peut fonctionner, comme vous avez dit là. C'est dur partout, vous avez parlé, mais ça ne va d'abord que ce n'est pas la première fois que le monde en fait parle de ça. Ce n'est pas la première fois. Vous savez en quelle année, comme je disais le trou sur ma tête, j'avais toujours dit la même chose, qu'on avait vendu la boîte de riz à 80 francs, 90 francs. On n'a jamais vendu la boîte de riz à 80 francs. Très bien. Au marché, le riz vrac, c'est à partir de 100 francs la boîte. Les Brésil, tu vas trouver la boîte à partir de 150 francs. Le riz parfumé, alors n'en parlons pas. Le riz, la boîte, c'est 250 francs en montant. D'accord. Donc, ce que tu dis là, papa, réfléchis encore. Alors on va dire ceci, Chalamel, et c'est là que je vous relance sur une question tout à fait essentielle. Alors, beaucoup de personnes se plaignent du fait que nous soyons toujours assez dépendants du riz importé ou du poisson importé. Prenons par exemple le riz. Il faut dire que le riz produit localement. Le riz produit localement au Cameroun par an, ça fait 100 000 tonnes. Alors 100 000 tonnes représentent à peine 15% de la demande de consommation des Camerounais en termes de riz. C'est pourquoi donc, puisque nous n'avons que 15% de production locale, nous sommes obligés chaque année d'importer le riz à 600 000 tonnes par an. 600 000 tonnes de riz par an, nous importons 600 000 tonnes de riz par an, ça c'est les chiffres de 2018. Vous voyez que nous sommes encore trop largement dépendants de l'extérieur. Comment donc faire pour que nous consommions du riz camerounais et que le Cameroun puisse produire près de 700 000 tonnes de riz, comme l'indique la demande par an au Cameroun? Je vais vous prendre, je commence par cette paraphrase de feu Monseigneur Jean Joie, qui disait, pour donner, il faut avoir. Pour avoir, il faut travailler. Pour travailler, il faut chercher. Pour chercher, il faut avoir la volonté. Pour avoir la volonté, il faut avoir la foi. Qu'avons-nous fait pendant 36 ans? Rappelons-nous des plans quinquennaux. Dans le plan quinquennal, je pense que c'est le 5e plan quinquennal, le 2e, peut-être le 5e plan quinquennal, M. Rifopoussi, on traitait de la question de l'agriculture. L'agriculture de deuxième génération dont on nous parle aujourd'hui était déjà envisagée. Ces années déjà, M. Rifopoussi. C'est d'ailleurs la feuille de route qu'on a transmise au chef de l'État actuel. Alors, nous venons voir les causes, nous venons voir les conséquences. On laisse M. Rifopoussi, si on avait engagé depuis, on ne devait pas avoir ce problème d'affaires de riz. C'est depuis les années 80, M. Rifopoussi, que si on avait implémenté cette politique du riz, on avait 30 jours. Quand vous prenez à partir du carrefour Tchang, du carrefour Melon, prenons le carrefour Melon pour aller à Tchang, vous voyez toute cette plaine, M. Rifopoussi. On peut cuire on peut faire cultiver du bon riz. Si le riz se cultivait de ce côté, vous laissez cette zone, toute cette plaine. Vous avez au niveau de Tonga, vous prenez toute la zone de Tonga, et je peux vous dire que Tonga, de ce côté, le riz n'a pas besoin d'eau. Le riz n'a pas besoin d'eau. Vous allez en Ndop. Vous allez voir ce qui se passe en Ndop. Vous partez à l'extrême dans le service. Mais M. Rifopoussi, on a tout. Je dis le Cameroun est un pays béni. Mais pourquoi ne produisons nous que 100 000 tonnes par an? Je dis qu'en par an, les Camerounais consomment 700 000 tonnes de riz. Vous n'avez pas compté ce qui se fait au Nigeria. Vous n'avez pas compté ce qui se fait au Nigeria, partant de l'extérieur. Vous n'avez pas compté que beaucoup n'entrent plus au Cameroun parce qu'on ne peut pas payer ça au Nigeria sous l'appellation PADI, monsieur. Donc vous voulez dire que même les 100 000 tonnes qu'on produit par an, on ne consomme pas. La majeure partie. Non, ce n'est pas nous qui consommons le riz camerounais. Ça se vend plus au Nigeria qu'au Cameroun. Et ils achètent beaucoup. Oui. Donc vous voyez qu'il y a matière, on doit multiplier au moins par 10 notre production pour au moins, comme on le voit, nourrir les Camerounais et pouvoir exporter comme vous le dites là. Monsieur Rifopoussi, quand vous allez en Malaisie, vous prenez un ministère comme le ministère de l'Agriculture, l'équivalent du ministère de l'Agriculture du Cameroun en Malaisie. Ils ont 4 programmes. 4 programmes. Premier programme, c'est l'huile. Deuxième programme développé, en termes de programmes, j'ai dit des programmes sur lesquels ils sont sûrs. Chez nous, on a combien de programmes, M. Rifopoussi? Au ministère de l'Agriculture, on a combien? On a plus de 200 programmes. Les programmes en donnent quoi?
Filière maïs, on a le maïs au Cameroun. Filière manioc, on a le manioc. Filière patate, on a quoi ici? On embrasse trop de choses en même temps. Est-ce que vous voulez dire qu'on embrasse trop de choses en même temps? On avait pensé la venue des Turcs qui devaient faire le pain de patates. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on a vanté la venue des Turcs, on devait faire des croissants, des pâtes avec la base de patates. Pour ne plus être dépendant du blé. La zone qu'on avait choisie, c'était Mundemba. Oui. C'était la zone de Mundemba. Monsieur, on est où aujourd'hui? Très bien. Maintenant, j'avais entendu certains aînés un jour parler de la Malaisie, par exemple, et qui disaient que c'est au Cameroun, à l'époque, qu'ils venaient apprendre à transformer. 1974-1975. Maintenant, je me suis posé la question suivante. Comment celui qui a fini, comment est-ce qu'un enseignant donne des cours à son élève et accepte que les théories enseignées à son élève dépassent la sienne? Les siennes. Parce que ce qui est incroyable dans ce système-là, c'est que nous-mêmes, nous avons du mal à produire notre propre huile de palme. Et encore que, de nos jours, il y a tellement de concurrence sur ces qualités que tout ce qui entre au Cameroun comme huile de palme, nous n'avons même plus à contrôler. D'accord, on va terminer avec vous une fois. La dernière information, Yaoundé et Douala classés respectivement 25e et 26e ville africaine dans lesquelles il fait bon vivre en 2019 selon le cabinet Mercer, un cabinet français spécialisé dans ces questions-là. Les 2 villes ont ainsi maintenu leur rang de l'année 2018 dans le classement au total de 231 villes dans le monde. Ce classement qui s'effectue sur 39 critères, parmi lesquels l'environnement socio-culturel, politique, considérations médicales et sanitaires, les écoles et l'éducation, les services publics et transports, les infrastructures urbaines, les loisirs, les biens de consommation, les logements et l'environnement. Les premières places de ce classement sont occupées par le Port Louis, qui est en île Maurice, Durban en Afrique du Sud et Cape Town en Afrique du Sud aussi. Alors, ce classement fait suite à un autre classement il y a à peine 1 mois et demi, sur CNN, et dans lequel classement Douala était la 2e pire ville au monde. Voilà. Bon, ce classement vient redorer un peu de blason. Je vois bien qu'il y a le gouvernement. Je vois bien que le gouvernement est sur la photo. Je crains que ce soit une opération de communication, parce que si vous aviez au moins... Non, mais vous c'est quand même terrible. Que fait le ministre? C'est-à-dire qu'on lui remet le prix, ou sa photo, ça signifie quoi, Karine? En tout cas, c'est une photo de rencontre entre ça veut dire que oui, donc ces gens-là, ils ont commandé un classement. On leur a dit, bon, ok, sur 322 villes en Afrique, on vous mettra 26e pour dire que Douala est bien. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est le même Douala dans lequel nous vivons au Vengan qu'on signale être l'une des villes. C'est ça, c'est pour ça que en écoutant les critères que sont déjà révélés tout à l'heure, je me suis posé la question de savoir si ces gens-là étaient arrivés ici. Des infrastructures, les trucs, mais attends. Ce sont des filles au Carrefour de Koti à 18h pour voir comment ça se passe là-bas. Peut-être que c'est un cas isolé aussi. C'est un classement politique. Ou alors diplomatique. Non, on voit la photo du gouvernement. C'est pas gratuit. Si c'est là, c'est parce que ça a été... Je dis que cet organisme-là fait ces avancées politiques. C'est du lobbying. C'est du lobbying, tout à fait. Il n'a rien à voir avec la réalité. Ça s'appelle, je crains même d'ailleurs, vous donner la parole. Hein. Je crains, je vous assure, je crains vous donner la parole. Monsieur Eric Fofoussi, oui. C'est de la peau de perles qu'on veut vendre. C'est moins pour les Camerounais. Je vous assure, parce que si les gens étaient arrivés, qu'ils avaient tendu le micro à 5 Camerounais, chacun devait dire, regarde les toilettes ici, comportement basique. Voilà une pour bien vivre. Il faut pouvoir se mettre à l'aise. Voilà un endroit où se mettre à l'aise. Sortez ici les toilettes publiques, il y a un endroit où se mettre à l'aise, monsieur Rico. Lycée d'Aqua. Sur le mur, vous voulez dire. Sur la barrière, nous sommes dans un mois. Vous savez, à l'heure actuelle, il faut démontrer à tous ceux qui viennent de l'extérieur que tout ce qu'on raconte, la crise anglophone, les histoires d'incarcération des leaders politiques, tout ça c'est zéro. Le Cameroun vit bien. Employez-vous, lorsque vous trouvez l'espace qu'on peut bien parler du Cameroun, allez. Faites tout pour qu'on parle bien du Cameroun. Voilà, on vit bien. On agresse au marché des fleurs. On agresse au tunnel.
On agresse au niveau des guichets uniques. On agresse dans toute la ville, on agresse. Et on s'amuse même. Et en pleine journée. Et en pleine journée désormais. Vous dites qu'on fait bon vivre. Sortez votre téléphone portable à nouveau. Vous vous baladez avec. Même ici, les rues d'Aqua, vous ne pouvez pas venir un dimanche. Les toilettes vous ne pouvez pas vous promener à Aqua un dimanche. Non, je connais les Camerounais. Même si on fait les toilettes publiques, vous n'avez pas entretenu. Mais qu'on fasse d'abord. C'est un Camerounais. D'accord. La preuve, les bacs à ordures qu'on dépose dans les carrefours là. Est-ce que vous versez les ordures dans les bacs à ordures? Oui, c'est plein. C'est plein. On ne veut pas donner de l'argent à Jacques Campo. On va faire les toilettes publiques. D'accord. On va arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux et rapidement prendre l'interpellation, juste quelques secondes à l'interpellation, faire des commentaires. Bon, regarde, le temps est passé, on a vraiment fait une grande revue ce matin. Le temps est complètement passé. On va faire interpellation tout de suite. Commençons d'abord par la ville de Douala. La ville de Douala est vraiment sans point où on ne sait même pas si le délégué du gouvernement fait vraiment son travail avec la mairie. Oui, il faut vraiment qu'on essaie un peu de renforcer tout ça, on voit ce qu'il faut. Oui, il faut commencer à être propre, diminuer les arbres en ville. Il y a beaucoup d'arbres en ville qui ne servent à rien. Bon, sur les arbres, c'est un peu alambiqué, sont d'accord? En tout cas, voilà. Le compatriote, voilà un Doualais qui a donné un bon classement. Il faudra répertorier ça à cet organisme-là. Voilà un Doualais qui parle. D'accord, très bien. Alors, nous parlons ce matin de l'un des partenaires du concept Salaka, à savoir Prothèse Oculaire Cameroun, avec Michel Gakoué. Il est oculariste. Bonjour, monsieur Michel Gakoué. Bonjour, Eric. Bonjour, il n'est pas encore à l'antenne, hein? Donc monsieur Michel Gakoué n'est pas encore à l'antenne. On va tout de suite donc lire quelques messages et le retrouver juste après. Ces messages, Karine Sontia, vous les donner pour nous, je vous en prie. Ces messages, allez-y tout de suite. D'autres messages, mais quand on augmente le prix de l'ancien stock, n'existe pas. Alors donc, Karine, vous non plus, il est à l'antenne, on va continuer comme ça. On va attendre que vous soyez à l'antenne pour qu'on continue. Karine, allez-y, oui. Voilà, mais quand on augmente le prix, là, l'ancien stock n'existe pas. D'accord, c'est bon, on vous écoute, mais on ne vous voit pas. Donc, c'est pas intéressant. Est-ce que c'est Michel Gakoué qui est là tout de suite maintenant? C'est bon? Ok, bonjour Michel Gakoué, bonjour. Oui, bonjour Eric. Je rappelle que vous êtes oculariste. Qu'est-ce que la prothèse oculaire? Disons que la prothèse oculaire, c'est un appareil qui a été conçu par un oculariste pour remplacer un œil défectueux. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Oui, pour remplacer un œil défectueux. Alors, qui porte la prothèse oculaire? Tout le monde peut porter la prothèse oculaire parce qu'on ne peut porter la prothèse oculaire que dans le cas d'un accident, dans le cas d'une maladie et aussi dans le cas congénital parce qu'il y a des enfants maintenant au Cameroun qui sont en train de naître sans le globe oculaire. D'accord. Et ils sont nombreux. Fabrique-t-on déjà les prothèses oculaires au Cameroun? Ah oui, les prothèses oculaires se fabriquent déjà au Cameroun, dans le centre de prothèses oculaires Cameroun. Et là où il y a une conception, une fabrication et la pose directe. Donc, à la différence des prothèses que vous devez voir sur le marché, qui sont les prothèses standards et qu'on retrouve chez les ophtalmologues, le centre de prothèses oculaires fabrique les prothèses sur place et la conception aussi se fait sur place. D'accord. Alors, on va dire que où est située justement la prothèse oculaire Cameroun? Le centre de prothèse oculaire Cameroun est situé à Douala, plus précisément à Sable, dans l'immeuble Maison du Plombier, au 2e étage. D'accord. Vous reprenez pour nous? À Sable. D'accord. Dans l'immeuble Maison du Plombier. D'accord. Bonabou, ça dit Sable, à Douala. Bonabou, ça dit Sable. À Douala. Et un mot de fin pour sortir. Bon, disons que le centre de prothèse oculaire, en association avec le concept Salaka, et le concept Salaka ne présente que des projets de valeur, ça veut dire que s'ils se sont associés avec nous, ça veut dire que nous sommes dans l'excellence, puisque les prothèses se fabriquent sur place et se posent aussi sur place.
Donc vous arrivez et vous réussissez donc à repartir satisfait, on va dire. Pas seulement satisfait, mais avec beaucoup de souris. Beaucoup de souris. D'accord. Donc vous vous adressez donc à qui ce matin? Je m'adresse particulièrement à tous ceux qui n'ont pas de globe oculaire et qui ont besoin de remettre leur face, c'est-à-dire de redonner un peu de souris en eux et un réconfort psychologique. Je m'adresse aussi à tous ceux qui portent déjà des prothèses oculaires standards, c'est-à-dire ce genre de prothèse qui a été placé par les ophtalmologues et qui ne se sentent pas à l'aise avec, qu'ils peuvent refaire leur prothèse dans le centre de prothèse oculaire. D'accord. En tout cas, on voit très bien que vous êtes oculariste et que on doit vous contacter. Les numéros de téléphone sont affichés ou il en faut encore? Merci donc à vous, Michel Ngakoué, oculariste. Madame, monsieur, l'émission se poursuit. On bascule avec Karine Sontia pour lire quelques messages avant de terminer cette émission. Un téléspectateur Rayman de Yassa qui nous écrit et dit qu'il vient d'acheter le riz à 500 francs le kilogramme. Un autre message, le Mincommerce, voilà, le Mincommerce augmente le prix des denrées alimentaires dans la ville de Douala et Yaoundé. Comment vivons nos jeunes frères du MINDEF, élèves, gendarmes et soldats de deuxième classe sortis de l'école qui perçoivent 38 000 francs de salaire et logés à leurs propres frais? C'est rendre difficile le système qui est déjà mal au point. Isaac de Yaoundé. Alors là... oui. Tout un témoignage, hein? Tout un témoignage. Oui. Un autre message, tout le riz cultivé dans le département du Fako, dans le nord, va au Nigeria, Justin de Ngaoundé, dans le Faro. Voilà. Dans le Faro. Je vous ai dit que tout ça va au Nigeria, rien ne va au Nigeria. Ça se vend mieux là-bas qu'ici. Un autre message, comme il y a eu glissement de date pour la CAN et que ça n'a dérangé personne, on peut aussi glisser ces jeux, surtout que nous n'avions rien à perdre. C'est le Wanda Fokistan. Oui, mais sauf qu'il faut se demander glisser jusqu'à quand? C'est-à-dire que pour la CAN, on a... Jusqu'à ce qu'on discute. Jusqu'à ce qu'on discute. Tant mieux, oui. Dans ce pays, si tu as les moyens, on te marche dessus. Si tu n'as pas les moyens, on te marche dessus. Ils persécutent, ils nous poussent à bout et à entrer dans leur clan de sectaires. Mais non pas sérieux, aussi vrai. Non, c'est pas sérieux. Aussi vrai que nous avons un créateur. Le message n'est pas signé cette fois. Un autre message, je voudrais vous dire qu'il est bien de s'asseoir devant la caméra. Un autre message, l'université de Boya n'a pas de clôture, seuls les champs... On ne peut pas laisser passer ça. Vraiment, on ne peut pas laisser passer ça. Nous sommes certes assis devant une caméra pour parler, c'est vrai, mais ce qu'on dit n'est pas... C'est la réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et c'est donc en ça que nous, Camerounais, devions avoir la sincérité, l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a des choses qui doivent avancer, des choses qui doivent être faites pour résorber les souffrances de nombreux Camerounais qui n'en peuvent plus, qui sont asphyxiés dans leur propre pays. Peut-être pour vous qui dans les salons feutrés, pour vous qui vivez avec beaucoup d'opulence, pour vous tout va bien. Mais il y a beaucoup de Camerounais, ils sont 8 millions de pauvres au Cameroun, 8 millions de pauvres au Cameroun, il ne faut pas l'oublier, qui vivent avec moins de 500 francs CFA par jour. $1. Il faut le rappeler, moins d'un dollar par jour au Cameroun, ils sont 8 millions. Un autre message, l'université de Boya n'a pas de clôture, seuls les champs entourent cette université, donc il y a plusieurs routes et surtout le stade en question est éloigné en brousse. Samir de Lindé. Je vous l'ai dit, Chalamel, je vous l'ai dit. Non, mais je vous l'ai dit. Parce que je ne connais pas d'université au Cameroun qui soit clôturée entièrement. Hein. J'ai dans ma tête, je regarde Tchan, je regarde Yaoundé. Yaoundé est clôturé. Totalement. Il y a non, on ne peut pas clôturer. Et une entrée, on ne va pas Polytech, on entre, c'est pas totalement pour clôturer. Il n'y a pas d'université. Vraiment, parce que quand je regarde des universités où les clôtures sont limitées. Donc, vous comprendrez que ces gens-là sont arrivés, ont fait leur travail de terreur et ont embastillé ces joueurs de football.
Alors, M. Tassi ne doit pas interdire sa femme de faire un planning familial parce que si elle a déjà des enfants et juge qu'elle n'est plus capable d'en faire pour le moment, vu l'écart entre les deux premiers, c'est la femme qui décide le nombre d'enfants puisque c'est elle qui porte. Claudia Abouem de Dorpacide. Claudia, c'est pas comme ça. Si vous le faites, ça veut dire que vous n'allez pas faire un bon mariage, ma fille. Révisez votre logiciel. Alors, je rappelle... Chacun comprend que son corps fait... Je ne dis pas non. Puisque vous allez en mariage, la première chose, vous acceptez changer de nom. On vous appelle Madame Bengan. Pourquoi vous l'acceptez? Bon, ce n'est plus automatique. Mais attendez. Mais justement, ce n'est pas automatique. Maintenant, on met épouse et tel. Ce n'est plus le mariage. Parce que quand on commence à mettre épouse tel, ça veut dire qu'il ne doit plus avoir d'acte de mariage, il doit avoir maintenant des contrats de mariage. C'est pour ça que la société va mal. Parce qu'on pense qu'il y a c'est la même chose quand on dit ma femme et mon épouse, ce n'est pas la même chose. D'accord, merci. Merci à tous ceux qui ont engagé ce matin, madame, messieurs. Édition de ce 21 mars 2019, c'est terminé. Rendez-vous demain à 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.